messieurs, chers intervenants, merci de votre présence en nombre. Vous êtes attendus depuis hier. De nombreuses questions ont été abordées durant la journée d'hier sur la question de la protection des mineurs, sur des attentes qui sont vraiment présentes sur la question de l'amélioration de la modération, de la transparence, la question du... Je ne sais pas si mon micro... C'est bon ? C'est pas le vert qui compte. Mais on m'entend. Donc c'est bon. Donc des questions sont revenues de manière récurrente hier sur tous ces aspects-là, l'explicitation des fonctionnalités, des signalements, le contrôle de l'accès aussi au programme pornographique. Voilà, tous ces éléments-là sont venus hier. Alors quelques mots juste d'introduction. La thématique, c'est la protection des mineurs sur les plateformes, les apports de la régulation des plateformes et autres. On est loin de la déclaration du cyberespace il y a quelques années où les États n'étaient pas légitimes à intervenir. C'est une vraie révolution qui a eu lieu depuis un certain nombre d'années, notamment en Europe. Il était évoqué il y a quelques minutes ce consensus autour d'une régulation, par exemple, de l'intelligence artificielle. Donc on peut se dire qu'il y a un nouvel élan, une nouvelle ère dans la régulation. Le RGPD est en quelque sorte un acte fort dans cette maturation d'une régulation qui, sans pour autant remettre en question une directive structurante pour les services de la société de l'information, qui est la directive e-commerce, qui demeure un pilier essentiel de la structuration de cette régulation. Il y a néanmoins une régulation qui émerge, une régulation en quelque sorte sur mesure, voire haute couture, pour les très grandes plateformes systémiques ou autres gatekeepers, selon qu'ils sont ciblés par deux textes importants. Alors il n'y a pas que des juristes dans la salle. Dans les vagues législatives et normatives importantes, cela a été dit par M. Coutor, notamment le droit et du droit européen. Mais comme il y a du mix énergétique, on a un mix régulatoire. Alors, il y a du droit dur, il y a du droit mou, il y a du droit public, il y a du droit privé, il y a de la régulation, il y a de la compliance aussi. Alors, sous ce vocable, parfois que l'on a traduit par conformité, pour ma part, ce terme conformité me laisse parfois un peu dubitatif parce qu'il y a beaucoup d'autorégulation aussi auxquelles ces textes renvoient, qu'il s'agisse du Digital Services Act ou du DMA, dans le règlement sur les services d'intelligence artificielle également. Donc il y a tout ce corpus normatif qui est très présent aussi, auquel renvoient des textes de droit durs, européens ou nationaux. Et la toile de fond aussi qui nous accueille aujourd'hui, c'est une toile de fond un petit peu aussi jurisprudentielle. Les juges font corps avec différents types d'acteurs dans ce nouvel écosystème régulatoire, ce qui peut rendre justement, on parlait d'éducation à la régulation et aux différents dispositifs normatifs. Encore faut-il savoir de quoi on parle, de quelle régulation. Est-ce que le droit est suffisamment stable? Est-ce que la régulation est encore achevée? Il me semble en tout cas que cette régulation n'en finit pas d'émerger, de réémerger. Et c'est ce que nous allons pouvoir explorer cette matinée avec un parterre de choix. Et on remercie vraiment tous les intervenants d'avoir pris sur leur temps. Et on va essayer de respecter un timing aussi qui, dans la mesure où vous avez différentes obligations. Donc, dans le déroulé de cette table ronde, nous avons souhaité dans un premier temps revenir sur la genèse de ce nouveau modèle de régulation qu'incarne notamment le Digital Services Act, mais pas seulement, nouveau modèle de régulation, dont un des objets, bien sûr, la protection des mineurs, sachant que ce texte est entré en vigueur, mais qu'il nécessite des mesures de transposition, si on peut employer ce terme, en droit national, et qui est un projet de loi qui est en cours de discussion. C'est le projet de loi avec des acronymes dont nous avons le secret, SREN, alors ça y est, je ne me souviens plus, ça y est, j'ai un blanc, sécurité, la régulation numérique, voilà. Donc, pardon pour ce bug, pourtant je connais tous les acronymes par cœur, mais là, ça doit être le stress sûrement. Donc, nous avons la chance d'avoir, pour introduire ce texte complexe et tout aussi l'écosystème normatif qui est corrélé à ce texte, Joséphine Régnier, qui est chargée de mission au pôle de la régulation des plateformes numériques à la Direction générale des entreprises. Donc, ce sera un éclairage vraiment important pour nous de savoir où est-ce que vous en êtes dans cette
digestion ou acclimatation de ce texte, on ne sait quel terme employer, et également Monsieur Paul Smaïl, qui, on se connaît d'une université, nous venons de la même, l'université Toulouse Capitol, qui est juriste, qui est aujourd'hui Compliance and Regulatory, donc on voit les deux termes, hein, Compliance et régulation, Counsel chez Rakuten, donc avec un regard aussi particulier dans la mesure où il a été aussi au cœur de la négociation du Digital Services Act avec Madame Régnier. Donc on va avoir un regard complémentaire et peut-être une valeur ajoutée avec une entreprise qui est Rakuten, qui a peut-être un rôle aussi particulier dans l'acclimatation, notamment du DSA, mais pas seulement. Donc je vous laisse de suite la parole. Paul, d'accord. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et avant d'évoquer le règlement, le DSA en lui-même, moi je vais essayer de faire ce petit exercice, de faire la genèse de la genèse finalement, et sur le cadre juridique très rapidement des 2 dernières années, sans quoi il nous paraissait impossible de bien introduire le DSA et comprendre finalement pourquoi, comment et de quelle manière le DSA il crée ce nouveau modèle qu'on peut qualifier d'horizontal de régulation des plateformes en ligne. Et cet exercice, il paraît, pour moi en tout cas, très cohérent, voire indispensable lorsqu'il est question de protection des mineurs dans l'espace numérique, objet de votre colloque. Et donc, pour ça, il faut remonter une vingtaine d'années en arrière, si ce n'est un petit peu plus, pour comprendre les différents étages réglementaires, juridiques, qui constituent aujourd'hui le droit en vigueur, le droit en application, qui s'applique aux plateformes en ligne. Et ce rapide rappel, à titre purement introductif, je le dis une nouvelle fois, il n'aura pas vocation à être exhaustif, parce que j'ai que 5-6 minutes, mais simplement à transmettre l'idée que les plateformes n'étaient pas non plus, depuis ces 20 dernières années, au milieu d'un no man's land complet, au cœur d'une zone globale, voire totale de non-droit, mais plutôt au sein d'un espace juridique plurisectoriel, qu'on pourrait qualifier de polyphonie réglementaire. Je pense qu'on a tous une date en tête, c'est le 21 juin 2004, qui est une date qui marque une étape fondamentale en droit national, qui est la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui pose ce que certains qualifient de clé d'interprétation, je trouve ça joli, juridique, qui se joue dans l'environnement numérique. Et donc c'est au sein de cette loi que le législateur a transposé en partie, voire complètement, la directive que vous avez très bien rappelé sur le commerce électronique de 2000, et opère cette classification fondamentale des activités au sein de l'Internet. Donc très succinctement, l'origine du droit des plateformes, il se situe vraiment, et j'ai envie d'appuyer sur cette classification que l'on nomme les hébergeurs et les éditeurs, qui posent le régime de responsabilité des services de la société de l'information. Essentiel. Et donc cette loi, elle vient opposer d'une part, d'un côté, les prestataires techniques, donc les hébergeurs, les plateformes, bénéficiant d'un régime de responsabilité qui est favorable, et de l'autre côté, les utilisateurs de ces plateformes, les internautes, qui sont des éditeurs de contenu et qui sont soumis à un régime de responsabilité totale, entier, principal. Et donc, il distingue, c'est l'article 6 de la LCEN, ces deux acteurs, et je pense que c'est vraiment une distinction fondamentale aujourd'hui que chaque juriste du numérique doit comprendre, et notamment quand on veut parler du DSA, puisque Joséphine le dira très bien, le DSA reprend cette ligne de crête. Donc d'un côté les éditeurs, donc soit les sites web éditeurs en tant que tels ou les internautes au sein des plateformes qui déterminent, qui sont à l'origine des contenus créés, ça peut être des internautes mineurs d'ailleurs, et il en découle une obligation de contrôle a priori sur les contenus, une obligation de vigilance en amont, en aval, bref, une vigilance complète sur les contenus. Et les hébergeurs, de l'autre côté, depuis plus de 20 ans, je le rappelle, 2004, même 2000, la directive, où la responsabilité ne se situe qu'a posteriori, de manière conditionnelle. Ce dernier, donc les hébergeurs, n'ont pas de rôle actif dans la création des contenus, c'est une condition juridique, mais ils doivent néanmoins avoir certaines conditions de réponse prompte dans la suppression des contenus et même de surveiller en général. Donc cette irresponsabilité de principe qui s'applique aux hébergeurs que sont aujourd'hui les plateformes en ligne, elle connaît donc 2 conditions qu'on connaît aujourd'hui très bien. Il ne faut pas avoir connaissance du caractère manifestement illicite des contenus qui circulent,
Et enfin aussi ex post, il faut retirer promptement les contenus dès lors que la plateforme en a connaissance. Et c'est ce régime assez simple, hein, qui est à peu près un régime qui est similaire dans d'autres pays du monde, constituait et constitue toujours le droit positif depuis 20 ans. Et il n'a pas tardé à venir embrasser petit à petit l'univers des plateformes en ligne par le juge. Il est devenu cette colonne vertébrale du droit des services de la société de l'information, du droit des plateformes, et il confère une certaine sécurité juridique pour les plateformes. Et donc, les plateformes, depuis 10 ans, ont été qualifiées d'hébergeurs. On peut penser à Google en 2010, on peut penser à YouTube en 2021, Dailymotion en 2011, eBay, Cdiscount, Alibaba, La Redoute. Bref, tous ces hébergeurs que l'on connaît très bien. Et à l'aune de ce régime de responsabilité allégée, il y a cette question de déterminer le caractère manifestement illicite de chaque contenu, qui est un exercice très délicat. Le Conseil constitutionnel le disait déjà à l'époque, dans sa réserve d'interprétation. Il doit être effectué face à chaque contenu. Et de manière tantôt proactive, ou parfois suite à des signalements de différents organismes ou utilisateurs, des mineurs ou autres. Et c'est un exercice très délicat pour une plateforme en ligne de déterminer ce caractère manifestement illicite, parce que par définition, une plateforme n'est pas un magistrat, et donc faire la balance entre la liberté d'expression et la protection de la vie privée ou de publics vulnérables comme les mineurs peut être un exercice délicat, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait être très bien dit par les personnes à ma droite. Et c'est l'objet de nos discussions aujourd'hui. Mais ensuite, il y a plusieurs couches réglementaires qui sont venues s'additionner depuis 2015 à peu près, si on devait donner une date un petit peu arbitraire, afin d'encadrer des parties spécifiques des plateformes en ligne via des approches sectorielles. On peut penser aux approches environnementales, fiscales, sociales, économiques, le droit de la concurrence, le droit des données personnelles. Et face à cette polyphonie régulatoire, comme je le disais, aucune véritable définition unique des plateformes n'a jamais émergé, enfin n'avait émergé, on peut parler à l'imparfait aujourd'hui, et aucune disposition non plus ne venait embrasser vraiment complètement les enjeux de protection des mineurs au sein d'une régulation spécifique, bien que le RGPD, et je pense que c'était l'objet de la table ronde de ce matin, avait quand même traité des sujets essentiels comme le consentement et le traitement des données des mineurs. Et l'autorégulation et les engagements volontaires dans cette perspective étaient et restent ainsi, et j'ai envie de le maintenir aujourd'hui, une véritable fondation de la protection des mineurs en ligne, fixant les bases de finalement ce qui peut être fait, ce vers quoi les acteurs peuvent, veulent et même doivent tendre. Et donc aujourd'hui, une nouvelle étape a été franchie, et je vais laisser Joséphine continuer, et semble dès lors constituer sous nos yeux un nouveau droit horizontal applicable aux plateformes en ligne que certains qualifient de révolution. Un droit qui cherche à transformer cette polyphonie en une seule voix et qui pose le premier jalon, qui en est encore à ses balbutiements, et qui poursuit l'objectif de mettre un peu d'ordre au niveau européen, donc à l'échelon européen, sur ces sujets. Et il prévoit des dispositions générales, autant que spécifiques, qui visent la protection des mineurs. Merci Paul. Est-ce qu'on m'entend ? C'est bon. Du coup, pour compléter cette présentation qui était déjà très complète, concernant le DSA, peut-être pour revenir un tout petit peu sur le contexte, donc le DSA, il part d'un constat, si je puis dire, que les plateformes sont devenues des espaces publics incontournables pour s'exprimer, pour faire des transactions économiques. Et que du fait de ce constat, ça entraîne aussi certaines questions du fait que les règles et les décisions édictées pour ces règles, les règles et les décisions édictées en fait sont édictées par les entreprises privées sans vraiment de contrôle institutionnel extérieur sur ce qui est fait, sur la modération, et qui peuvent impacter bien sûr les droits fondamentaux des utilisateurs tels que la liberté d'expression par exemple. Et donc c'est un peu dans ce cadre que les États membres ont commencé à prendre des mesures au niveau national, comme l'expliquait Paul, et également plus spécifiques sur certains types de contenus ou pour lutter plus globalement contre les contenus illicites. On a notamment en 2017 une loi allemande, la NetzDG par exemple, au niveau de l'Allemagne. En France, la loi Avia en 2021. Et donc c'est en raison aussi de toutes ces lois nationales
que la Commission européenne, et face à cette fragmentation un petit peu du marché intérieur et européen numérique, que la Commission européenne a présenté donc en décembre 2020 le DSA, conjointement avec le DMA, qui ont été conclus sous présidence française de l'Union européenne et donc adoptés formellement en octobre 2022. Donc le DSA, qu'est-ce que c'est concrètement? Le DSA, c'est un règlement qui est là pour faire d'Internet un lieu plus sûr pour les utilisateurs et pour les consommateurs, dont bien sûr les mineurs font également partie. Pour ce faire, il joue sur deux leviers importants. Le premier, c'est de responsabiliser les plateformes pour faire en sorte qu'elles prennent des mesures de modération qui sont nécessaires et aussi efficaces pour lutter contre la dissémination de contenus illicites, mais également dangereux et préjudiciables. Et le deuxième levier, c'est donc qu'elles rendent compte de ce qu'elles font, qu'elles soient plus transparentes sur les mesures de modération qu'elles prennent. C'est l'idée du « dites ce que vous faites et faites ce que vous dites », donc s'assurer qu'elles soient bien transparentes sur les mesures prises. Concernant donc le DSA un peu plus en détail, donc comme l'expliquait Paul très correctement, le DSA il conserve les principes de la directive e-commerce. Donc les plateformes qui sont visées par ce texte sont des hébergeurs. Le principe de responsabilité conditionnelle est conservé. Mais donc le DSA il vient en fait compléter le principe du pays d'origine aussi est conservé. Un petit peu adapté, mais j'y reviendrai. Et le DSA en fait, vient compléter ce régime de responsabilité conditionnelle civile et pénale par un régime administratif, où en fait, les plateformes doivent prendre des obligations de diligence qui sont asymétriques et proportionnées selon tout d'abord le type de service qu'elles offrent. Les fournisseurs d'accès Internet auront des obligations plus limitées, par exemple, que les hébergeurs ou encore que les plateformes en ligne, qui sont en fait des hébergeurs qui diffusent du contenu au public. Et aussi, du coup, le DSA crée une sous-catégorie des plateformes et des moteurs de recherche. C'est les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, qui sont les acteurs qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs actifs au sein de l'Union européenne. Donc, bien sûr, ces derniers sont soumis à des obligations supplémentaires, en plus des obligations applicables à tous, bien évidemment, du fait, bien sûr, de leur importance, de leur taille, et du coup, du risque qu'elles représentent du fait de la dissémination beaucoup plus importante des contenus illicites et préjudiciables. Parmi ces très grandes plateformes, donc la Commission européenne a déjà désigné ces très grandes plateformes en avril 2023. Donc on a 19 services, parmi lesquels, pour en citer quelques-uns, plutôt peut-être les plateformes utilisées par les mineurs. Il y a donc pour Meta deux services Facebook, Instagram. On a aussi Google avec 5 services, dont YouTube, Snapchat, TikTok ou encore X, qui ont été donc désignés comme de très grandes plateformes et qui sont soumis à des obligations supplémentaires par rapport aux autres plateformes. Alors, on ne va pas faire la liste de toutes les obligations, donc je vais me concentrer sur les dispositions en lien avec la protection des mineurs. Il est peut-être à noter qu'initialement, la proposition de la Commission européenne prévoyait beaucoup de dispositions qui, in fine, protègent les mineurs, mais il n'y avait pas vraiment d'article spécifique aux mineurs. Et sur demande, entre autres bien sûr des autorités françaises et aussi des autorités allemandes, on a réussi à ajouter dans le DSA un article spécifique, donc l'article 28, qui vise spécifiquement la protection des mineurs. Alors, donc, ce que prévoit le DSA, premièrement, il permet quand même de redonner le pouvoir aux utilisateurs. Déjà, leur donner le pouvoir de comprendre comment fonctionne la modération. Par exemple, les plateformes qui sont accessibles aux mineurs, elles doivent fournir des conditions générales qui sont claires et compréhensibles pour les mineurs. Les plateformes doivent être plus transparentes sur les systèmes de recommandation qu'elles proposent. Donc, pourquoi elles vont montrer tel contenu à tel utilisateur plutôt qu'un autre. Donc ça, c'est le pouvoir de comprendre. Il y a également le pouvoir de choisir. Par exemple, il y a un article qui prévoit l'interdiction des dark patterns. Donc les dark patterns, en bon français, on l'a traduit comme interface trompeuse. C'est-à-dire que c'est des interfaces qui pourraient viser à manipuler un petit peu l'utilisateur. Par exemple, en mettant pour la récolte des cookies, en mettant un bouton accepter beaucoup plus gros, beaucoup plus visible que refuser, ou une procédure de désinscription beaucoup plus difficile et laborieuse que la procédure d'inscription à la plateforme. Donc c'est ce type d'interface, ou encore le pouvoir de choisir, parce que le DSA prévoit que les utilisateurs peuvent choisir un système de recommandation neutre, qui seront basés uniquement qui pourront être soit selon
le temps, ou alors s'ils sont les contenus les plus populaires qui sont mis en premier, ou chronologiques, pardon, je cherchais mon mot, chronologique. Ce qui permet par exemple peut-être aussi d'avoir un impact sur l'attention des mineurs, du fait qu'ils ne voient pas en permanence des recommandations qui lient à des contenus qu'ils apprécient. Du coup, ça pourrait par exemple aussi être le pouvoir de choisir et peut-être de limiter aussi ce temps passé par les mineurs sur les plateformes. Et enfin, le pouvoir d'agir. Tout d'abord, alors il y avait déjà des dispositions en droit français, mais les utilisateurs peuvent maintenant signaler les contenus illicites à la plateforme. Et cette dernière, elle doit les traiter dans un temps opportun et rendre compte à l'utilisateur qui a fait cette demande de l'action qu'elle a prise. Donc c'est quand même un vrai pouvoir. Et les utilisateurs peuvent aussi faire des signalements aux autorités lorsqu'il y a un contenu qui pourrait porter un préjudice pour la vie ou la sécurité d'une personne. Donc ça, c'est le premier point pour redonner le pouvoir à l'utilisateur. J'essayais de ne pas prendre trop de temps. Le second point pour renforcer un petit peu l'encadrement des pratiques de modération des plateformes. Pour ça, donc, il y a le nouvel article qui a été intégré, qui prévoit que les plateformes accessibles aux mineurs, elles doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie privée, la sécurité et la sûreté des mineurs, s'assurer de prendre toutes les mesures qu'il faut, par exemple de proposer des interfaces qui sont adaptées aux mineurs. Et un autre point très important de cet article, c'est l'interdiction de publicité ciblée à destination des mineurs. Donc, ils ne peuvent pas présenter la publicité ciblée basée sur les données personnelles des mineurs dès que la plateforme a connaissance que l'utilisateur est un mineur. Ça vient de soi. Et enfin, pour les très grandes plateformes, ces dernières, comme j'expliquais, elles ont des obligations renforcées. Donc elles doivent analyser annuellement et prendre les mesures nécessaires pour atténuer les conséquences négatives graves qui pourraient être engendrées par leurs services sur le bien-être moral et physique des mineurs. Donc les mesures qu'elles pourraient prendre, c'est par exemple mettre en place mesures de vérification de l'âge, du contrôle parental, modifier leur système d'algorithmes, ou encore des outils qui permettent aux mineurs de signaler des abus. Donc ça, c'était le deuxième point, renforcer l'encadrement et les pratiques des plateformes. Et le dernier point, c'est aussi renforcer, qui est un point très important, la coopération avec la société civile. Le DSA, il prévoit un article qui crée le statut de signaleur de confiance, qui permet en fait à une entité qui sera désignée par l'autorité nationale, donc j'y reviendrai, mais ce sera l'ARCOM pour la France, de faire des notifications qui seront traitées en priorité par la plateforme et de manière le plus rapide possible dans les meilleurs délais. Donc ça permet par exemple à des associations telles que, j'imagine, e-enfance ou type d'association de protection des mineurs, qui doivent du coup bien comprendre un peu quel contenu peut être préjudiciable pour les mineurs, de notifier à la plateforme ce contenu, et cette dernière doit agir de manière dans les meilleurs délais. Donc c'est aussi un ajout très important et très utile que propose le DSA. Du coup, très rapidement pour terminer, donc la gouvernance, on aura d'un côté la Commission européenne qui sera chargée de superviser les très grandes plateformes au vu de leur présence sur les différents États membres. Finalement, cette supervision a été remise à la Commission européenne. Et pour le niveau national, donc pour les autres plateformes, ce sera le PPO classique qui s'appliquera. Et donc, pour les plateformes françaises, ce sera l'autorité française. Il y a 3 autorités qui ont été désignées, donc l'ARCOM, qui est l'autorité principale qui sera chargée de la supervision de la grande majorité des obligations et qui sera également coordinateur pour coordonner le travail entre les différentes autorités et également coordonner le travail avec les autres autorités européennes. Et ensuite, on aura la DGCCRF pour tout ce qui est place de marché en ligne et la CNIL, bien sûr, pour toutes les questions de données personnelles. Donc pour l'entrée en vigueur très rapidement, pour les très grandes plateformes, le DSA est déjà rentré en vigueur. Depuis le 25 août, elles doivent respecter les obligations prévues par le DSA. Et pour les autres acteurs, ce sera seulement à partir du 17 février 2024. Et enfin, pour l'adaptation au niveau national, donc au niveau national, on a le fameux PJL SREN visant à réguler et sécuriser l'espace numérique, qui vise donc déjà à adapter le droit national par rapport au droit européen, s'assurer que les textes sont conformes au droit européen, et donc désigner les autorités que je citais juste avant, et également proposer des mesures additionnelles, dont certaines qui sont liées à la protection des mineurs, notamment sur l'accès aux sites pornographiques pour les mineurs,
Je laisserai peut-être l'ARCOM compléter un peu sur ce point. Et donc pour le calendrier de ce PJL, il a été adopté en juillet au Sénat, en octobre à l'Assemblée nationale, et du coup, normalement début 2024, février, on espère définitivement. Voilà donc en gros pour les dispositions principales du DSA qui visent à renforcer la protection des mineurs. J'espère que c'était clair. Merci. Alors on a un tour d'horizon, mais qui nous fait déjà plonger dans les eaux troubles du DSA, parce qu'il y a un contenu licite, c'est quoi? Un mineur, c'est quoi? Un temps, la temporalité, c'est dans un temps, comment ça va s'interpréter. Donc on voit que, on sait toujours que le diable se niche dans les détails, que de détails dans le DSA et sa transposition. Donc pour nous éclairer, on voit déjà qu'il y a une logique aussi, vous l'avez évoqué, d'inter-régulation, de co-régulation aussi, avec une place particulière qui est donnée aux signaleurs dits de confiance, à des tiers, une sorte d'interface entre les pauvres utilisateurs, notamment mineurs, et les opérateurs. Donc à cet égard, il nous semblait important de donner la parole aussi à des représentants du secteur associatif qui seront tiers de confiance ou non dans ce dispositif en fonction des désignations, mais qui jouent un rôle d'alerte et dont les réclamations devraient être traitées, je parle au conditionnel, en priorité par les plateformes, appuyées ou non par les instances de régulation et notamment le lead qui sera a priori porté par l'ARCOM. Donc à ce titre, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui Madame Katia Roux, qui fait partie de Amnesty International, qui est co-auteur notamment d'un rapport sur TikTok et la santé mentale des jeunes, donc qui va pouvoir nous éclairer sur cette alerte-là en particulier, et également au titre de cette représentation du tissu associatif dont on voit qu'il joue un rôle clé pivot dans cette structuration de la régulation post-DSA, Monsieur François Laboulé, qui est directeur adjoint de l'Association nationale des CEMA, et qui est nationale, et qui est responsable de différents programmes d'éducation aux médias et au numérique, qui va pouvoir nous éclairer aussi sur les points de vigilance, les alertes en tout cas, qui d'ores et déjà peuvent être énoncés, annoncés à la fois aux opérateurs et aux régulateurs dans la perspective de cette mobilisation du DSA au plan national. Donc, Madame Katia Roux, Monsieur. Oui. Alors, on me dit qu'il faut bien parler dans le micro parce que comme c'est diffusé en même temps sur une chaîne YouTube, donc pour que la captation se fasse correctement, de ne pas avoir le micro trop éloigné de soi. Très bien, comme ça va. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Alors, petite rectification, je n'ai pas coécrit le rapport. Oui, co-autrice, mais j'ai évidemment travaillé beaucoup dessus. Et peut-être avant de rentrer dans le dur du sujet, des conclusions de ce rapport, replacer ça dans le contexte du travail d'Amnesty sur la question des technologies des droits humains et en particulier l'impact des réseaux sociaux sur les droits humains. C'est pas forcément évident comme ça d'un premier abord de se dire qu'une organisation généraliste comme Amnesty International travaille sur ces questions-là. Et pourtant, depuis quelques années, on n'a pas eu d'autre choix que de s'interroger sur ces questions-là parce qu'on s'est heurté effectivement à des pratiques attentatoires aux droits fondamentaux et aux libertés, en particulier sur certains groupes qui pouvaient être déjà marginalisés ou impactés de manière disproportionnée, on va le voir, comme les jeunes et les enfants. Et peut-être un rapport, une recherche qui a été assez structurante dans ce travail, c'est le rapport de 2019 intitulé « Les géants du numérique » et qui porte sur les modèles économiques de Google et de Facebook devenus Meta depuis, et qui montre comment ce modèle économique-là peut porter atteinte aux droits fondamentaux, aux droits à la vie privée en particulier, mais également à tout un tas d'autres droits, en particulier la liberté d'opinion, qui pour autant doit être absolue, la liberté de penser et également le principe de non-discrimination. Donc ce rapport qui est un petit peu structurant dans notre travail vient poser l'analyse des rouages en réalité de ces modèles de développement économique qui sont fondés sur la surveillance, qui sont fondés sur la captation des données personnelles à des fins publicitaires, qui sont les revenus principaux de ces plateformes.
Et puis, ça nous a effectivement invités à continuer de creuser, de voir dans quelles circonstances, dans quelles conditions, dans quel contexte ces plateformes pouvaient également impacter les droits fondamentaux. Je mentionne au passage, pour arriver au sujet qui nous intéresse, mais les recherches qui ont été menées sur la plateforme Facebook de Meta au Myanmar et en Éthiopie. Donc, dans le cadre de conflits et de violences ethniques, on a pu effectivement documenter la manière dont le système algorithmique de la plateforme venait amplifier des contenus illicites, appelant à la haine, la discrimination, la violence. Donc on a publié également des rapports en ce sens avec beaucoup de recommandations. Et puis j'en viens au rapport qui nous intéresse effectivement aujourd'hui, qui est le rapport sur TikTok, qui a été publié le mois dernier, donc tout récent. Pourquoi on s'est interrogé sur cette plateforme-là? Tout simplement parce que, effectivement, depuis le Covid, cette plateforme a explosé auprès des jeunes en particulier. Elle est devenue incontournable, elle est plébiscitée par les jeunes. Des centaines de millions de jeunes l'utilisent. Et on s'est penché sur son fil pour toi de la plateforme. Bon, pour celles et ceux qui connaissent pas forcément la plateforme, c'est un fil personnalisé que l'utilisateur, l'utilisatrice va avoir à disposition en fonction de ce que l'algorithme aura perçu comme étant ses centres d'intérêt. Donc, je vais y revenir de manière un peu plus précise. Avant d'expliciter de manière synthétique les conclusions de la recherche, peut-être de revenir sur la méthode, parce que c'est important de comprendre la manière dont on a travaillé. Traditionnellement, on fait une étude documentaire, toute la littérature disponible en la matière, une étude juridique également, ce qu'on a fait également dans ce cas-là. Mais on a également mené une enquête technique. Ça a commencé d'abord par identifier de quoi on parle. Et pour ça, on a mené une étude de cadrage sous la forme d'un questionnaire en ligne qui a été publié, partagé par nos organisations, des organisations partenaires également. Et plus de 550 jeunes de 45 pays. J'insiste sur les 45 pays parce que là, l'idée, ça va être aussi un peu de dézoomer par rapport à l'Europe, peut-être dans mon propos, et de voir qu'il n'y a pas que l'Europe, il y a aussi tout le reste du monde où ces problèmes-là se posent. Et donc cette étude comprenait des questions sur ce que les jeunes aimaient, n'aimaient pas, les changements qu'ils voudraient voir intervenir sur la plateforme. Et c'est comme ça qu'émergeait la question de la santé mentale. De même, de la part des utilisateurs, des utilisatrices, donc les premières concernées nous ont dit en réalité, cette plateforme-là, ça impacte mon niveau de bien-être. C'est vraiment le sujet qui est sorti du questionnaire et c'est ce qui nous a invités à enquêter en fait sur ce sujet-là. Et puis deux constats extrêmement importants, c'est-à-dire que les jeunes nous disaient en fait on se sent dépendant et on se sent impuissant. C'était vraiment les deux remarques, les deux commentaires qui revenaient le plus possible. Ils étaient conscients d'une espèce d'addiction à la plateforme et en même temps tout à fait impuissants pour combattre cette addiction ou pour activer des leviers qui permettraient de les protéger. Et donc, on a mené l'enquête documentaire qu'on fait habituellement sur la littérature disponible sur le sujet. On a mené énormément d'entretiens auprès de 300 jeunes de 2 pays essentiellement, donc Kenya et Philippines. Et là, j'insiste aussi sur le choix de ces pays. Ce sont deux pays où le taux d'utilisation des réseaux sociaux est parmi les plus hauts au monde. C'était aussi important pour nous de pouvoir faire ce pas de côté par rapport aux études qui sont disponibles et qui concernent essentiellement l'Europe ou les États-Unis. Et puis, on a évidemment rencontré ces jeunes. Il y a eu des entretiens avec plus de 300 jeunes donc, de ces 2 pays, des discussions, des focus group, des entretiens avec des professionnels de la santé mentale, des psychologues. Et dernier pan qui était pour nous assez innovant, ça a été une enquête technique pour comprendre comment fonctionne le système, parce qu'on n'a pas forcément accès évidemment à la matrice et c'est pas quelque chose qui est facile d'accès. Quand on demande des informations, on les a pas. Et donc on a créé des faux comptes. Une trentaine de comptes automatisés TikTok qui ont été qui représentaient en fait, qui imitaient le comportement d'adolescents de 13 ans sur la plateforme, avec un degré plus ou moins poussé d'intérêt pour les questions liées à la santé mentale, et on les a fait tourner 1 heure par jour pendant 10 jours pour voir ce qui se passait. Et on a réduit les paramètres au minimum, c'est-à-dire qu'on n'a pas inclus des paramètres du type les j'aime, les partages, les commentaires, les réponses, les recherches. On est vraiment resté sur le visionnage des vidéos.
Et donc le test comportait, il y avait 4 catégories avec un intérêt plus ou moins grand sur les questions de santé mentale. Et pour éviter un certain nombre de biais qu'on a identifiés dès le début, notamment liés à l'heure à laquelle on va aller sur la plateforme, au temps qu'on va passer dessus, etc., on a aussi doublé d'un test manuel dans ces mêmes pays, donc là c'était États-Unis, Kenya plus Philippines, pour essayer de corriger un certain nombre de biais. Ouais, c'est important de donner un petit peu cette méthode-là pour comprendre en fait les conclusions qui sont celles-ci. Très rapidement, notre question c'était à partir de quand et comment les jeunes vont se voir proposer des contenus potentiellement problématiques. Et les conclusions, elles sont assez effrayantes de notre point de vue parce qu'on a pu constater qu'entre 3 et 20 minutes, un jeune, donc là on parle de jeunes de 13 ans, qui présente un intérêt pour des questions liées à la santé mentale, qui présente un intérêt, ça ne veut pas forcément dire un jeune qui est dépressif ou qui fait des recherches poussées, ça peut être un jeune qui passe quelques secondes sur une vidéo. Eh bien entre 3 et 20 minutes, ce jeune-là se voit proposer quasiment que des vidéos liées à la dépression, voire des vidéos qui banalisent ou encouragent l'automutilation et le suicide. Et donc ça, on a croisé, alors tout est disponible évidemment dans le rapport, toute la méthodologie qui est assez technique. Et à partir de là, effectivement, on a commencé à continuer les entretiens avec les jeunes. Et la principale conclusion, c'est effectivement lié au système de recommandation algorithmique de la plateforme. On voit que TikTok finalement s'immisce dans la vie privée des jeunes utilisateurs en pistant tout ce qu'ils et elles font sur la plateforme, et l'idée c'est de déduire l'intérêt, c'est de déduire l'état d'esprit, le niveau de bien-être, les centres d'intérêt de ces jeunes-là pour pouvoir leur proposer des contenus ultra personnalisés et les maintenir en ligne le plus longtemps possible, à des fins publicitaires ou de marketing d'une part, et à des fins d'autre part de collecte de données supplémentaires qui encore une fois permettra de personnaliser des contenus et de les maintenir en ligne le plus longtemps possible. C'est le modèle globalement qui a été adopté par tous les réseaux sociaux. Là où ça devient extrêmement problématique, c'est que quand des jeunes qui présentent par exemple des symptômes dépressifs ou des jeunes qui sont déjà préoccupés par ces questions se voient exposés à un flux continu et régulier de vidéos qui banalisent, voire idéalisent l'automutilation et le suicide, eh bien ça peut avoir un impact extrêmement dévastateur et dangereux dans la vie réelle. C'est toujours compliqué. Pour nous, c'est compliqué de montrer le lien entre ce qui se passe en ligne et ce qui se passe dans la vie réelle. Et légalement, c'est très compliqué également de pouvoir établir les responsabilités. Mais ce qui est clair dès le début, c'est que TikTok n'a pas conçu son algorithme. Donc, l'algorithme de recommandation de TikTok n'a pas été conçu pour privilégier ce genre de contenu dépressif ou valorisant le suicide, par exemple. C'est parce que l'algorithme a identifié que tel utilisateur présentait un intérêt pour ce type de sujet que l'utilisateur va se voir présenter en priorité et de plus en plus ces contenus-là. Et forcément, ça nous a alarmés et alertés parce que quand on parle de santé mentale, évidemment, on parle là de santé mentale de jeunes, donc de personnes qui peuvent être influençables, qui peuvent être manipulables. Ils nous ont témoigné d'ailleurs eux-mêmes que ça, en ouvrant leur fil pour toi de la plateforme le matin en fonction de la vidéo qu'ils allaient regarder, leur TikTok basculer vers un monde très triste qui les poursuivait et influait sur leur état d'esprit. Pour nous, ces interférences dans la pensée et dans les émotions d'une personne, ça constitue une atteinte au droit à la liberté de penser, au droit à la liberté d'opinion, qui sont des droits absolus. La liberté d'expression, vous le savez tout aussi bien que moi, il y a des restrictions strictes, mais il y a des restrictions. Mais la liberté d'opinion, a priori, on n'est pas censé subir une émission arbitraire dans notre tête et une manipulation de nos opinions. Donc, pour aller un peu vite, parce que je ne veux pas non plus monopoliser la parole, on considère que TikTok a une responsabilité évidemment extrêmement grande dans cette politique de l'engagement à tout prix, quitte à proposer des contenus nuisibles. On dispose maintenant de documentation sur le sujet, comme on en a sur les autres plateformes des réseaux sociaux. Ces plateformes-là savent ou devraient savoir l'impact de leurs algorithmes et de leurs pratiques sur les droits fondamentaux. Donc nous, la demande principale,
ça a été tout simplement que TikTok, d'une part, interdise évidemment la publicité ciblée en direction des mineurs. C'est le cas dans le cadre du DSA, mais le DSA, ça couvre l'Union européenne. Le reste du monde, qu'est-ce que ça veut dire en fait pour les utilisateurs et les utilisatrices qui ne sont pas protégés? En réalité, TikTok considère qu'il y a 3 zones géographiques. Il y a l'Europe, il y a les États-Unis avec le Canada et l'Australie, puis il y a le reste du monde. 90% des jeunes qui vivent dans ce reste du monde-là ne sont donc pas protégés. C'était nous une des demandes d'ailleurs qu'on avait portées dans le cadre des débats sur le DSA, c'est-à-dire qu'on aurait aimé une interdiction totale, pas qu'en direction des personnes mineures d'ailleurs, de la publicité ciblée en ligne, parce que c'est aussi le moteur de cette collecte massive de données qui induit ces risques sur les droits humains. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième demande, ça a été de cesser de personnaliser à outrance le fil pour toi de la plateforme, parce que c'est le deuxième moteur qui permet de maintenir le plus possible les jeunes en ligne. Et donc ça fait partie effectivement des grandes recommandations. Il y en a beaucoup d'autres qu'on peut lister d'ailleurs dans le rapport. Il y a 2-3 pages de recommandations beaucoup plus précises. Les États également font partie des acteurs responsables en termes de poser un cadre réglementaires et des lois, par exemple, qui ne conditionnent pas l'accès à ces plateformes par la collecte des données personnelles. On parle du pouvoir de comprendre, du pouvoir de choisir. Aujourd'hui, ce que nous disent les jeunes, qu'il faut entendre, c'est que c'est extrêmement compliqué, effectivement, de comprendre les conditions d'utilisation. On est plutôt sur une désinscription. Enfin, tout est fait par défaut. C'est beaucoup plus compliqué d'aller changer les paramètres, alors qu'on pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait un consentement effectivement libre, éclairé et préalable, avec un choix de recevoir, par exemple, si on continue sur l'exemple de TikTok, des vidéos qui traitent de tel ou tel sujet, et non pas que cela soit basé sur une captation des données personnelles et une déduction de ce qu'on imagine être l'intérêt de l'utilisateur et l'utilisatrice. Voilà, je vais peut-être en arrêter là parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres prises de parole, mais c'est simplement un éclairage d'une des recherches qu'on a menées, qui s'inscrit évidemment dans un cadre plus large de demande de changement du modèle économique des grandes plateformes du numérique. Un changement qui viendra probablement pas des plateformes elles-mêmes, qui sont compliquées de s'autoréguler, mais un appel est donc fait au législateur qui a commencé à poser un cadre et qui doit aller beaucoup plus loin pour le respect des droits humains. Voilà. Merci pour cette mise en évidence, un exergue, et pour cette focus sur TikTok, pas seulement en Europe, mais dans le reste du monde, donc qui constitue, vous avez dit, 90% à peu près des mineurs. Donc pour continuer cette alerte, Monsieur Laboulé. Merci. On a 10 minutes d'alerte, ça, à peu près? Moins, ça. Juste rappeler, merci pour l'invitation, parce qu'on est un petit peu atypique dans le paysage. On a un mouvement d'éducation populaire. On n'est pas spécialiste de ces questions-là, c'est pour ça qu'on vient vous rencontrer, mais on aura l'occasion d'en parler juste après. Et c'est intéressant cette question des mineurs, de la protection des mineurs, parce qu'on a suivi il y a de nombreuses années la place des enfants dans le cinéma, comment ils étaient protégés, et puis après la télévision. Aujourd'hui, on arrive à ces nouveaux médias et on repose des questions. Voilà. Ça nous a fortement intéressés parce que c'est une question éducative au sens large. Nous, on situe, comme dire, en tant que mouvement d'éducation populaire et d'éducation nouvelle, il est important de comprendre le numérique, mais comment ça s'insère au travers des réseaux sociaux, au cœur des fonctionnements démocratiques, de la culture et du lien social, comment il modifie notre rapport au monde, une façon de voir, d'agir avec les autres. Est-ce qu'on est plutôt dans une éducation globale, même si on est une association complémentaire de l'école, mais aussi on accompagne aussi avec la parentalité sur le temps des vacances, sur les temps libérés, sur le temps scolaire et sur le temps associatif. Donc on est à la croisée, voilà, tous ces espaces-là. Il y a un espace qu'on aime assez bien investir, c'est celui d'EducNUM, animé par la CNIL, parce qu'on rencontre une diversité d'acteurs avec qui on peut essayer d'imaginer des réponses éducatives. Voilà, donc, évidemment, l'éducation média au numérique, c'est aussi un levier pour lutter contre la discrimination et la haine en ligne, dans
dans le contexte aujourd'hui. On a même embauché, investi pour essayer d'apporter des réponses éducatives sur ces questions-là. Donc concernant les adolescents, en fait, on a une question très générale depuis de nombreuses années. Où sont les espaces de dialogue pour des mineurs, des enfants, où sont très tôt sur les plateformes, avec qui ils dialoguent, avec qui ils posent des questions, où est-ce qu'ils trouvent des réponses, et en cas de difficulté, vers qui ils ont recours, et voilà, quels sont là. C'est vraiment ça qui nous anime, et comme j'ai 10 minutes, je vais accélérer, qui nous a mis depuis quelques années à concevoir des parcours éducatifs sur des territoires, plutôt à l'échelle d'un territoire. Ça peut être une ville, une grande ville, une région, un département, parce que c'est le lieu de vie où en fait un certain nombre de réponses et de vécus en fait va se situer, comme dire, les jeunes eux-mêmes. Et un des dispositifs qui pour nous est extrêmement important, c'est un dispositif qui s'appelle l'éducation aux écrans en Normandie, parce qu'on a une dizaine d'années derrière nous de pratique. Ça c'est une raison. Aussi parce que nous partageons avec, nous essayons en tout cas entre collectivités et associations, Mouvement d'éducation populaire, éducation nationale, Clémy et de la DRAF, les lycées agricoles, c'est-à-dire pluriréacteurs, d'essayer de construire une réponse, une cohérence éducative. Voilà. Et cette question de la cohérence éducative, elle est vraiment pas simple. Au sein même d'un établissement, d'une association, on peut avoir des jeunes qui rencontrent des difficultés, qui nous disent moi je baisse les bras, je me referme, je suis en difficulté, j'ai du harcèlement, j'ai subi des arnaques sur Internet, mais j'ai des discours différents et je ne sais pas vers quel adulte aller. Voilà. Donc ces deux dispositifs, ça invite aussi à avoir un dialogue qui sort des silos, voilà, et qui puisse permettre d'avoir une proposition complémentaire de l'école, complémentaire de l'action publique, des collectivités, et défendre nos idées d'éducation nouvelles. Donc, en premier lieu, déjà, pour vite arriver à quelques propositions, constats et propositions, on a très vite évacué la question d'une approche par les dangers d'Internet. Enfin, je dis ça partout où je vais, parce que c'est extrêmement, comme dire, important, avec les bons conseils à suivre. Parce qu'on a mesuré les dégâts que ça fait. Voilà. Quand on intervient dans les lycées, nous, les dispositifs d'éducation aux écrans, c'est lycée, MFR, lycée agricole, voilà. Donc c'est en fait post-collège. Voilà. Donc c'est-à-dire, on essaie de ne pas les appeler des lycéens, mais des jeunes. Voilà. Certes, ils sont en apprentissage, ils sont au milieu scolaire, mais on essaie d'avoir une vision la plus globale possible et de ce qu'ils font au travers dans leur pratique numérique, qui ne soit pas scholaro-centré, même si c'est extrêmement important. Donc, ils ont vécu déjà dans leur parcours, c'est-à-dire que comme c'est des lycéens, ils nous racontent en fait leur parcours de leur vie numérique, du primaire jusqu'au lycée. Parce qu'après, ils vont quitter le lycée, ils vont rentrer dans la vie active, ils vont devenir apprentis, ils vont devenir étudiants universitaires et autres. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc ils souffrent de la représentation négative qu'on porte sur eux, c'est-à-dire est-ce que vous faites de mal, est-ce que vous faites, voilà, comment vous devez vous autoréguler, vous devez agir comme ceci et comme cela. Par contre, ils connaissent très bien un certain nombre de lois qui sont, je ne vais pas les citer là, mais comment dire, qui sont toutes sortes de l'ordre des sanctions et des coûts, voilà, 50 000 € si vous faites ceci, tant de prison si vous faites cela. Je caricature un peu, mais en tout cas, ils peuvent faire remonter, comme dire, quelques notions comme ça qu'ils ont vécues, notamment dans leur période de collégiens. Et enfin, c'est un dispositif, et là c'est plus qu'important pour nous, qui est adossé à un observatoire des pratiques numériques des jeunes, c'est-à-dire que les jeunes contribuent à notre recherche, et cet observatoire est sous la responsabilité scientifique de Sophie GL, et les enseignants et les élèves, enfin les jeunes, y contribuent, on leur fait des retours aussi, à partir des rapports de l'observatoire, sur leur propre pratique, et essayer d'apporter un regard critique. Nous, ce qu'on observe sur les j'ai pris quelques cas, 5 points, des constantes qu'on peut voir depuis quelques années. Les jeunes ont un usage des réseaux sociaux et montrent à la fois une conscience des enjeux liés à la surveillance, à la collecte d'informations personnelles et à la perte de leur vie privée qui va avec, et montrent également une sorte de résignation. C'est-à-dire qu'ils ont conscience que les plateformes monétisent leurs données personnelles,
mais ne voient pas très bien comment s'y soustraire. Voilà, ça, c'est à la fois dans les enquêtes menées dans l'Observatoire et aussi dans les échanges que l'on a en direct avec eux, parce qu'on part de leur questionnement et de leur pratique. Les adolescents disposent de quelques notions concernant le droit à l'image, mais sont assez éloignés de tout ce qui concerne les droits numériques en général. Ils manifestent souvent lors de nos interventions le regret, leur représentation d'absence de règles de protection et de régulation. Ils ne le voient pas. Voilà. Ou pour ceux qui sont un peu documentés sur la question, reconnaissent de ne pas suffisamment connaître le cadre juridique ou comment l'appliquer dans leur quotidien. En dehors des messages, des conséquences encourues s'ils dérapent eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Ça, évidemment, ça leur est rappelé assez régulièrement. Donc, lorsqu'on travaille sur des classes, quelques aspects essentiels sur les CGU, les RGPD, etc., c'est pour la majorité des jeunes, je vous rappelle, c'est des lycéens, c'est plutôt en fin de parcours scolaire, de vie scolaire. C'est une découverte pour la majorité d'entre eux. À la simple question que l'on pose, souvent pour amorcer un des ateliers, à qui appartiennent les images que nous publions, quel droit il y a derrière, qu'est-ce qu'elles deviennent, où est-ce qu'elles sont hébergées, etc. Il y a un long silence qui s'installe, donc ce qui nous révèle qu'il y a du travail, qu'il va falloir reprendre de ça, partir de questions très concrètes. Il y a 3-4 questions. On leur pose également, en cas de difficulté, vous en tant que mineur, quels sont les recours sur telle ou telle plateforme, voilà. Sur qu'est-ce que ça veut dire la majorité numérique. C'est où la limite? Parce que c'est la majorité numérique, il y a aussi la majorité tout court, donc c'est la part de responsabilité entre vos parents et la vôtre. Voilà. Donc c'est, encore une fois, le silence, silence qui suit d'un travail pour aller chercher les réponses. Alors ça, depuis quand même pas mal d'années, nous on a découvert ça par l'Observatoire et les travaux de Sophie Géal et des personnes associées à cette recherche. L'Observatoire des pratiques numériques des jeunes. Quand même, quand on parle des jeunes, il faut quand même nuancer garçon-fille. Et on constate chaque année le niveau d'inquiétude. Est-ce qu'il y a une des questions qui est votre inquiétude, votre appréhension vis-à-vis des espaces numériques? Le niveau d'inquiétude est bien plus élevé que celui des garçons. Alors, on ressentait, on le voit bien dans les ateliers. Là, c'est très très bien argumenté. Nous, on peut s'appuyer là-dessus, notamment dans la démarche ou la façon dont on va animer les ateliers avec les jeunes. 47% des filles de 15-16 ans avaient un compte TikTok avant 13 ans, soit une augmentation de 10 points par rapport à 2022. Voilà. Et en même temps, on a un certain nombre de jeunes de jeunes, donc cette tranche d'âge, là tout récemment, qui nous disent, nous on a viré, je reprends leurs mots, TikTok de nos environnements, c'est addictif, c'est violent, ça n'a pas de sens, et c'est trop aléatoire dans les contenus. Enfin, il y a quelque chose qui nous perturbe. Voilà. Donc, alors, ils n'ont pas utilisé le mot santé mentale, mais pour notre bien-être, notre équilibre, etc., on préfère privilégier d'autres plateformes. Voilà. Donc, c'est à creuser. Mais il y a bien quelques réactions en vague comme ça d'un certain nombre de jeunes qui veulent sortir de TikTok. C'est du ressenti, c'est de l'observation. Je ne peux pas l'argumenter, mais on va travailler un peu cette question-là cette année dans les dialogues. Donc, une fille sur 5 indique que les problèmes rencontrés sur les réseaux sociaux numériques l'ont affecté, voire profondément affecté, avec un impact sur la santé, sur la scolarité, etc. En revanche, on a vu une augmentation que les filles réagissent d'année en année un peu plus que les garçons, en bloquant les auteurs, en faisant des signalements auprès des plateformes et en parlant à des parents et à des proches. Ça, on va dire, ce serait ces trois méthodes, voilà, seraient les principales leviers pour se protéger, en tout cas, des plateformes. Donc, les questions, je ne sais pas qui faudrait les questions, mais des attentes qu'on pourrait adresser peut-être au pouvoir public, c'est déjà systématiquement réaffirmer les droits humains, les droits de l'enfant. Nous, c'est notre entrée. C'est, dans toute question liée à la protection des mineurs, à la citoyenneté numérique. C'est pas qu'une question juridique, etc. En tout cas, c'est notre approche, quoi. De former les acteurs éducatifs aux droits du numérique et aux droits des mineurs. On a vu par l'Observatoire les apports qu'on peut avoir en formation pour les acteurs éducatifs, qui connaissent plutôt pas mal, comme dire, les élèves en tant que profs ou les jeunes en tant
qu'éducateur, mais en manque de réponses à apporter pour accompagner les mineurs dans les difficultés, parce que c'est les espaces sociaux, on travaille beaucoup avec les centres sociaux, par exemple, sont des espaces de confiance. Là aussi, ce sont des espaces de confiance où des jeunes peuvent se confier. Hein. Si ce n'est pas les parents, ce sera des acteurs sociaux. Donc, ils ne sont pas trop en mesure de pouvoir apporter des réponses concrètes en termes de protection des mineurs. Donc là, nous, on est prêts, en tout cas, on pousse avec la Ligue de l'enseignement, avec les Francas, enfin tous les moments d'éducation populaire, pour renforcer notre action. Mais il faudrait qu'on soit un petit peu appuyé aussi sur cet acte de former les acteurs éducatifs. Et puis après, il y a des choses, on n'a vraiment pas les spécialistes, j'ai entendu ici un certain nombre de réponses. Les questions de modalité permettant de recueillir le consentement des mineurs et l'effacement rapide et simplifié des contenus. C'est quand même 10 000 jeunes qu'on rencontre sur un dispositif pendant une année. Cette question-là, elle revient quand même systématiquement. Si on doit en garder quelques-unes, comment on supprime? Voilà, j'ai pas vu, j'ai pas mesuré, etc. Je veux supprimer. Voilà la procédure. Voilà, on baisse les bras tout de suite, quoi. Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas approprié, comme dire, en termes de réponse rapide sur l'effacement des contenus. La question des stratégies intrusives des plateformes numériques, j'avais lu un rapport de Sophie Géal sur la relation affective des jeunes et les stratégies de Snapchat, c'était passionnant. Voilà, et on remarque que peut-être là, il y a un truc, et je termine là-dessus, une espèce de mise en tension entre d'un côté, on doit protéger les mineurs, etc. Et en même temps, les plateformes entretiennent, développent des stratégies très performantes et qui rentrent même dans la vie personnelle ou la vie des mineurs et leur vie affective. Voilà. Je termine là-dessus. Merci. C'est bon? D'accord. Okay. Merci pour ces alertes, éclairages, qui se font aussi l'écho des résultats de l'enquête Ado Privacy et des débats qui ont eu lieu hier. Donc, c'est la raison pour laquelle il était important aussi que nous puissions avoir autour de cette table ronde les interlocuteurs aussi, qui sont là pour apporter désormais des réponses, voire des réponses augmentées. Et dans cette trajectoire d'interaction avec les usagers, notamment les usagers mineurs, d'accessibilité accrue, de compréhension de la manière dont vous fonctionnez. Et voilà, donc c'est important, on le sait, il y a des stratégies d'autorégulation qui vont être là présentes, qui vont répondre à un certain nombre de curseurs normatifs qui ont été posés par le DSA notamment, mais pas que, pour la sphère européenne. Et à cet égard, il nous a semblé intéressant d'accueillir aujourd'hui, alors pas une très grande plateforme systémique, j'allais dire une plateforme ordinaire au regard du DSA et pourtant qui est fondamental, c'est à travers la personne de monsieur Alexandre Werth, pardonnez-moi. Donc vous êtes Data Protection Officer à Yubo, donc vous allez nous en dire quelques mots. Et ce qui est intéressant dans votre présentation, c'est que vous avez été dans une logique, une stratégie en tant que Yubo comme plateforme et vous comme juriste en son sein, dans une stratégie d'anticipation aussi du DSA et de réponse pour une part à ces attentes, besoins qui sont ici énoncés, dans la mesure aussi où votre modèle économique et votre cible principale, ce sont les mineurs. Donc, dans cette équation qui est la vôtre, il était intéressant de voir comment vous avez été aussi pilote Yubo dans une logique de normalisation volontaire, cela a été évoqué, les engagements volontaires restent au cœur du dispositif de régulation issu notamment du Digital Services Act, mais que l'on retrouve aussi dans le RGPD, dans d'autres textes qui participent de ce curseur régulatoire. Donc vous êtes à l'origine d'une norme AFNOR que vous avez pilotée en accord avec et en collaboration avec d'autres partenaires privés et publics. Et donc c'est sur cette expertise et expérience que nous souhaitions vous inviter dans ce tour d'horizon. Donc, Monsieur Alexandre Werth, donc par première peut-être question, est-ce que vous pouvez nous dire Yubo, alors peut-être il y a un micro là-bas.
quelle est sa dynamique, son modèle qui est à ce point singulier que cela pouvait donc nécessiter d'avoir une norme peut-être sur mesure aussi. Bien sûr. Bonjour à tous déjà. Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, Yubo, plateforme, vous l'avez dit, un peu singulière, déjà française. Donc c'est aussi ce qui fait sa singularité. Elle a été fondée en 2015 par 3 ingénieurs français. C'est une plateforme de live streaming. Donc vous avez dit qu'elle ciblait en particulier les mineurs, mais en réalité, la majorité des utilisateurs sont des adultes. Mais l'inscription est ouverte aux plus de 13 ans. En accord avec les lois applicables et avec les règles des magasins d'application. Mais la majorité des utilisateurs ont entre 16 et 22 ans environ. Et donc, voilà. Yubo, c'est une plateforme internationale, donc qui n'est pas une très large plateforme comme Instagram ou comme YouTube. On a néanmoins 70 millions d'utilisateurs inscrits, avec le premier marché qui est aux États-Unis, mais le second qui est au Royaume-Uni et le troisième qui est la France. Donc on a quand même un certain nombre d'utilisateurs en France et en Europe. Et donc depuis sa création par ses fondateurs, Yubo a quand même placé la protection de la vie privée et la sécurité en ligne vraiment au cœur de ses valeurs. Donc, c'est-à-dire que dès les premières années de son existence, ils ont compris qu'il y avait déjà un enjeu éthique très fort autour de ça, en plus d'une réglementation qui était assez importante en Union européenne. Très tôt, on a recruté des équipes de modération. Moi, à l'époque, j'étais pas encore internalisé, mais on travaillait en tant qu'avocat pour Yubo, et donc on les a vraiment accompagnés dans toute la mise en conformité au RGPD, et ce, vraiment dès les premiers stades de son existence, en fait. Au-delà du privacy by design, c'est privacy dès la conception même de la plateforme. Voilà. Donc, par rapport à cette démarche-là, vous avez été au cœur d'une démarche normative, un engagement volontaire auprès de l'AFNOR. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui. Voilà, quels étaient les objectifs, les attendus, et justement pour répondre peut-être à cette idée que, enfin, idée, c'est une réalité. Comment résumer en 140 caractères les CGU de telle plateforme? C'est mission impossible. Donc, vous êtes dans une dynamique d'accessibilité, de compréhension. Et est-ce que c'est ça qui était l'objet de cette norme afnorienne? Exactement. Alors déjà, l'AFNOR, organisme de certification et de normalisation français dans différents domaines, dont le numérique. Et en fait, on s'est posé la question de se dire, on est conscient qu'il y a beaucoup de risques quand même qui existent sur les réseaux sociaux malgré tout, et que même si on met en place des mesures et qu'on a de la modération, etc., il y a toujours des risques, voilà, le cyberharcèlement, ce qu'on appelle le pédopiégeage, donc c'est-à-dire quand le service est accessible à des mineurs, on peut avoir des adultes qui vont essayer de rentrer en contact avec des mineurs. Ce sont des choses qui sont vraiment intrinsèques aux plateformes, j'ai envie de dire, donc on doit vraiment penser ça, et souvent la réglementation va être assez forte, mais elle va être parfois pas tout à fait assez opérationnelle et pratique dans les mesures à mettre en place. C'est-à-dire que voilà, on parle de, je sais pas, sur les données personnelles, de privacy by design, ou dans la réglementation des contenus, on demande de retirer un contenu illicite dès qu'on en a connaissance, mais concrètement, comment on fait? Et donc en fait, c'est ça qu'on est parti de ce constat que c'était voilà, le paysage normatif, enfin législatif et réglementaire est déjà très éclaté entre l'Europe. Nous, on est présents aussi aux États-Unis, donc il faut composer avec les réglementations américaines, par exemple, françaises. Et donc, parfois, les réglementations et les lois peuvent être en contradiction. On le voit avec le DSA vis-à-vis des lois françaises qui sont adoptées en anticipation, mais qui vont parfois plus loin, parfois qui se contredisent. Donc, en fait, c'est extrêmement compliqué. Et nous, on a voulu en fait essayer de créer une initiative où on allait élaborer un guide de bonnes pratiques très opérationnel, une sorte de boîte à outils que les plateformes de toute taille, petites, moyennes et importantes, pourraient utiliser pour
enfin voilà, pourrait dérouler comme des recommandations à appliquer pour mieux protéger la sécurité en ligne des mineurs, leurs données personnelles, comment les informer de façon appropriée. Et donc on a porté ce projet-là avec l'AFNOR. Donc c'est pas une norme classique, c'est ce qu'ils appellent à l'AFNOR une AFNOR spec, ce qui veut dire que c'est une sorte de, voilà, comme je disais, un guide pratique. Vraiment la partie très très opérationnelle de ce processus de normalisation. Et donc cette AFNOR spec couvre autant les aspects de régulation des contenus que de protection de la vie privée, des données personnelles. Et c'est vraiment dédié à la protection des mineurs en ligne. Est-ce que là, sur ces éléments-là, vous pouvez nous donner quelques éclairages sur des mesures phares, justement, qui concernent cette stratégie de protection des mineurs en ligne? Voilà, quelles normes singulières vous pourriez mettre en évidence? Alors, déjà, sur le processus d'élaboration, on a réuni autour de la table des acteurs extrêmement intéressants. Donc on a eu des plateformes, dont Meta et aussi TikTok qui ont participé. On a eu des associations de protection de l'enfance comme e-enfance, Point de Contact ou Internet sans crainte. Et on a eu aussi la participation très intéressante et instructive de la CNIL et de l'ARCOM qui étaient présents. Donc on a eu différents ateliers de travail pour élaborer cette norme. Et donc on a orienté nos réflexions autour de 3 axes. Le premier, c'était sur la sécurité et la vérification des comptes sur un réseau social. Donc quelle diligence on doit avoir quand un utilisateur s'inscrit sur une plateforme. En termes de vérification de l'âge, de vérification de l'identité, de consentement parental, de lutte contre les faux comptes et les comptes frauduleux. Le deuxième aspect, c'était sur la modération des contenus. Donc là, on a vraiment on a décortiqué le DSA et on en a tiré des règles et des recommandations plus pratiques. Donc sur le retrait des contenus illégaux, sur l'engagement de moyens humains suffisants, donc les modérateurs, ou encore de technologies de détection automatisée de contenus illicites, parce qu'aujourd'hui, sans recourir à la technologie, c'est quand même moins efficace, parce que la technologie permet quand même de faire de traiter des contenus à grande échelle, et donc ça peut être utile, mais il faut aussi apporter des garanties et des garde-fous sur ce type de technologie pour modérer, qui nous aide au quotidien à modérer les contenus. Et la troisième phase, le troisième groupe portait sur la sensibilisation et la prévention. Donc là, on s'est interrogé vraiment sur comment être plus transparent vis-à-vis de la communauté d'utilisateurs et notamment vis-à-vis des mineurs. Donc transparent sur nos pratiques en matière de vie privée, les paramètres qui sont disponibles dans l'application, comment est-ce que les utilisateurs peuvent les connaître, les comprendre et bien les utiliser. Voilà, comment intégrer par exemple les parents aussi et développer aussi des outils à destination des parents. On doit raccourcir un petit peu notre échange, mais est-ce que vous auriez d'autres éléments à mettre en évidence dans ce dispositif de normalisation, j'allais dire spontanée, volontaire? Est-ce qu'il y a des attentes, des retours déjà peut-être de l'écosystème? Est-ce que vous avez déjà eu des retours positifs des utilisateurs ou pas? Est-ce que comment cette norme, qui est toute neuve, mais comment elle est déjà intégrée ou appréhendée par l'écosystème? Je pense que ça a beaucoup intéressé déjà les différents acteurs, que ce soit associatifs, régulateurs et plateformes. Je ne sais pas comment elle sera reçue par la communauté d'utilisateurs, par exemple, mais en tout cas, ce qu'on va essayer, c'est de communiquer un maximum autour de ça, essayer de la porter aussi à un niveau international. Je sais que l'AFNOR travaille actuellement, par exemple, à essayer peut-être d'en faire une norme ISO, par exemple. Donc, je pense que c'est important d'aller vers vraiment davantage d'harmonisation dans ce domaine-là, parce que les plateformes, elles sont en général globalisées. Et si chaque pays a ses règles, on parlait tout à l'heure du rapport où il y avait des communautés d'utilisateurs qui n'ont pas les mêmes protections selon les pays où ils se trouvent. Donc je pense que c'est important d'aller vraiment vers davantage d'harmonisation dans le domaine de la protection des mineurs.
Merci beaucoup. Et ce que vous soulignez, c'est la normalisation, et la normalisation dite technique, nationale et internationale. S'il y a un marché de l'éthique ou une guerre de l'éthique ou une guerre de la régulation, elle se joue là-dessus, sur ce terrain-là. Et c'est pas quelque chose qui est nécessairement connu des publics peut-être éducatifs et des élèves. C'est comment faire la différence entre une loi et une norme AFNOR. C'est quoi l'AFNOR, comment la norme est générée. Enfin, là, il y a aussi peut-être un travail, en tout cas pour les personnels éducatifs, de dire, et nous, d'accompagnement sur c'est quoi une norme AFNOR, c'est quoi une norme ISO. Et il y a de vrais enjeux actuellement. On le voit aussi sur la régulation des systèmes d'IA générative. Tout à l'heure a été énoncé le fait qu'on était très heureux qu'en France on ait un règlement en cours sur l'IA. Oui, mais enfin, il y a le décret Biden aussi aux États-Unis, il y a la loi C27 au Canada, les codes de conduite qui sont déjà adoptés au Canada. Donc il y a une course déjà à la régulation et à l'éthique de l'IA qui est présente. Et il me semble que le DSA aussi a cet effet d'accélération d'une course à l'éthique. Et sur le marché régulatoire, c'est qui va normer le premier? Pardonnez-moi cette expression, mais voilà, celui qui va arriver à poser sa norme le premier et le plus tôt sera celui qui leadera sûrement ce marché de l'éthique. Alors, dans cette construction d'un marché de l'éthique, eh bien, il y a des éthiques renforcées pour certaines plateformes, mais vous n'êtes... voilà, on est très heureux d'avoir votre regard aujourd'hui et de vous accueillir aujourd'hui, c'est-à-dire que cela a été expliqué en amont. Même si la directive e-commerce reste le cadre juridique en Europe, la colonne vertébrale des services de la société de l'information, progressivement, un droit des plateformes se construit avec une définition juridique des plateformes, des réseaux sociaux. Et dans cette optique-là, il y a eu la volonté, dans le cadre de la construction d'un marché unique du numérique par l'Union européenne, d'aller vers un ciblage de certaines plateformes qui sont dites systémiques ou gatekeepers selon les textes européens. Et dans cette trajectoire de régulation ciblée, eh bien, un certain nombre de plateformes ont été désignées comme telles par la Commission européenne à l'aune du DSA, notamment Google et Meta. Il ne me semble pas qu'il y ait eu de recours sur cette qualification de la part de ces deux acteurs. Donc, c'est une qualification acceptée et assumée. Et merci de votre présence. Donc, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Capucine Tuffier, qui est responsable des affaires publiques de Meta, qui va nous pouvoir donner une lecture de l'appréhension de cette mécanique DSIN dans les policies internes et peut-être dans les trajectoires normatives qui vont être les vôtres. Et également, en écho avec cette présentation, Monsieur Arnaud Vergne, qui est Public Policy Manager notamment à Google et qui va également nous évoquer cette acclimatation, que vous avez déjà anticipé, mais d'acclimatation du Digital Services Act et quel changement en termes de gouvernance sur la modération, notamment tous ces éléments qui sont attendus à l'aune du DSA et qui répondent à des attentes aussi des jeunes, c'est-à-dire quand on porte une plainte, même si ce terme est peut-être gênant parce que c'est pas une plainte au pénal, mais quand on signale, qu'est-ce qui est fait de ce signalement? Est-ce qu'il y a un signalement particulier, un traitement particulier donné aux mineurs? Quand il y a de la modération, comment elle est effectuée? Quelle transparence? Donc c'est toutes ces questions-là qui ont été soulignées hier et à l'endroit desquelles les jeunes, au regard des enquêtes et les personnels éducatifs, sont vraiment en attente en dehors des chercheurs dont nous ne sommes que les relais et porte-voix. Donc merci de votre présence et merci de votre éclairage avec vos deux regards, donc selon l'ordre que vous souhaitez. Et merci à Monsieur Jérémy Bonan d'attendre. Je sais qu'il avait un impératif à midi. Et bon, merci d'attendre. Bonjour à tous et merci à vous pour cette invitation et je vais faire vite pour satisfaire les emplois du temps de chacun. Je voudrais commencer par rappeler quelque chose qui a été dit plusieurs fois ce matin déjà, mais qui est que le secteur du numérique, en fait, aujourd'hui, désormais, il est régulé et ça, c'est très important de le rappeler. Il est régulé en France, il est régulé en Europe et depuis longtemps, en fait, l'entreprise Meta, anciennement Facebook à l'époque, avait appelé de ses voeux, en fait, à une régulation harmonisée. Donc c'est pour ça que nous accueillons le DSA assez positivement et peut-être que je reviendrai sur la manière dont nous appliquons le DSA qui est désormais entré en vigueur. Et je pense que c'est important aussi de dire que pour nous, c'est essentiel que le DSA conserve sa primauté, notamment sur les lois nationales existantes et les lois nationales à venir, pour pouvoir
conserver cette cohérence, cette harmonisation de l'utilisation de nos plateformes dans cette région du monde. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui ont penché en cette faveur aussi. Je pense à des lettres de la Commission européenne concernant la loi majorité numérique et le projet de loi sécuriser et réguler l'espace numérique, le projet de loi donc SREN, qui vont aussi dans le sens de dire que la Commission en fait veut faire appliquer le DSA et que dans cette conviction-là, les États membres, si vous voulez, devraient limiter la régulation pour ne pas qu'il y ait de doublons, entre guillemets, et pour ne pas qu'il y ait d'incohérence. Cela a été dit aussi tout à l'heure par mon collègue de Yubo, et ça, c'est très important. Au-delà de ces régulations, avant même qu'elles existent, Meta a agi, a pris des mesures, a pris des actions pour protéger les mineurs en ligne. Je vais vous partager quelques piliers, si vous voulez, de notre approche en matière de protection des mineurs. Ensuite, je reviendrai peut-être sur le DSA. D'abord, redire que nous avons des règles. En effet, cela a été dit également, mais les plateformes ne sont pas un état de Far West total. Nous avons des règles très claires, en l'occurrence, qui dictent, si vous voulez, ce qui est autorisé ou non en termes de contenu sur nos plateformes. Nous avons beaucoup investi, nous avons des équipes dédiées à ces sujets, plus de 40 000 personnes dans le monde, beaucoup investi dans la sécurité. Pour peut-être donner un chiffre, depuis 2016, on a investi plus de 20 milliards de dollars à cet effet, et ça nous a permis de faire des progrès incontestables, notamment en matière de modération. Si je prends peut-être un exemple sur les contenus de haine en ligne, en 2017, on était en capacité de détecter proactivement, donc c'est-à-dire avant le signalement d'un utilisateur, 24% des contenus de haine en ligne. Aujourd'hui, donc en 2023, c'est plus de 97%. Donc vous le voyez, ces investissements considérables ont vraiment eu des effets positifs et des progrès assez majeurs en matière de modération. Donc nous retirons des contenus, nous fermons des comptes. Nous avons également développé des outils, une trentaine à ce jour, en matière de protection des mineurs. Le premier, et je le dis parce que ça fait également partie du DSA, et c'est quelque chose qui a été appuyé par toutes les personnes aujourd'hui, c'est le signalement. C'est la première des choses. Aujourd'hui, nous encourageons beaucoup les signalements. Ils sont traités en priorité quand il s'agit de signalements qui concernent des mineurs, et ça, c'est très important. Également, nous avons d'ores et déjà on appelle ça des trusted flaggers, des signaleurs de confiance. Vous parliez d'e-enfance, typiquement, c'est le type d'associations qui, pour nous, sont des trusted flaggers et qui nous aident à remonter ces contenus via un canal de communication qui est dédié avec nos équipes de modération. Donc ça, c'est également quelque chose à prendre en compte. Au-delà de ces outils de signalement, nous avons plein d'autres outils qui agissent plutôt en prévention, je dirais. Je peux vous en citer deux que je trouve particulièrement intéressants. Le premier, c'est un avertissement de commentaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on est en capacité de détecter quand une personne s'apprête à publier un message offensant. C'est-à-dire qu'alors même qu'il est en train d'écrire son commentaire sur Instagram, disons, la plateforme, l'IA va détecter que ce commentaire est potentiellement offensant, et donc avant même qu'il le publie, l'utilisateur va voir un message apparaître en disant « Es-tu sûr de vouloir publier ce contenu ? Il est offensant, etc. » Et ce qu'on a observé, c'est que dans 50% des cas, 50% des personnes qui ont eu ce type de message, eh bien, ont soit modifié le contenu, soit n'ont pas publié le commentaire. Donc ça, c'est un des premiers outils dont je voulais vous parler. Le second, c'est un filtrage, les mots cachés. C'est un espèce de filtrage automatique sur la plateforme. Vous renseignez dans Instagram, encore une fois, des mots, des emojis ou des expressions que vous jugez offensants. Une fois que vous les avez rentrés dans la plateforme, vous ne les verrez plus jamais, plus dans les messages, plus dans les commentaires. Et ça aussi, c'est une mesure proactive que nous avons prise il y a quelques années, notamment aussi par rapport aux créateurs de contenu, les influenceurs sur nos plateformes, qui sont des personnes assez exposées et qui ont vraiment vu ce type d'outils diminuer de plus de 40% des contenus offensants auxquels ils pouvaient être confrontés. Donc voilà, je voulais parler de ces trois outils-là. En parallèle, nous travaillons bien sûr main dans la main avec les acteurs associatifs, mais également avec les pouvoirs publics et avec les autorités. Je précise aussi que nous avons fait partie du groupe de travail qui a été dirigé par l'AFNOR dans tous les groupes de travail. Donc voilà, on est assez partie prenante sur toutes ces initiatives. Et en parallèle de tout ça, nous menons beaucoup d'actions de sensibilisation depuis de nombreuses années. Alors c'est des actions que nous menons dans le monde, mais particulièrement la France en fait est assez proactive, assez avant-gardiste sur ces sujets. Et donc nous avons par exemple lancé il y a 2 ans un grand programme de lutte contre le harcèlement au sein des écoles, au sein des collèges, avec une association qui était Génération Numérique. Et nous avions eu le soutien du secrétaire d'État à l'enfance
à l'époque Adrien Taquet et la première dame Brigitte Macron, pour aller dans 350 collèges en France pour former 120 000 jeunes au harcèlement. Donc comment l'identifier, comment s'en prémunir, s'en protéger via des activités très ludiques. Et voilà, ça c'est le type d'initiative que nous mettons en place. Plus récemment, je pense à des initiatives ciblées sur les parents. On en a parlé tout à l'heure, mais la sensibilisation, c'est pas que en s'adressant directement aux jeunes, c'est aussi en s'adressant aux parents qui parfois en fait se sentent démunis, un peu perdus face à l'usage des réseaux sociaux, et c'est normal, et on est là pour les accompagner. Donc on a pu mettre en place, on a fait un campus des parents qui était une initiative pour créer des formations en ligne sur une dizaine de sujets autour de la protection de l'enfance. Ça allait de l'addiction aux écrans, aux jeux vidéo, au harcèlement, etc. Et plus récemment, il y a 2 semaines, on a même créé un espace physique en plein Paris, à la gare Saint-Lazare. Donc on a appelé la Femme Zone, parce que l'idée c'était de recevoir les familles justement pour qu'elles puissent venir rencontrer e-enfance, des représentations de génération numérique, les associations, pour pouvoir poser leurs questions, savoir prendre en main les outils concrètement, et voilà, en savoir plus sur comment mieux protéger les mineurs, parce que c'est en les informant, les sensibilisant, que eux aussi pourront se porter voix auprès des mineurs et leur donner les bons réflexes, les outils à connaître sur nos plateformes. Je vais peut-être m'arrêter là, en termes de temps. Et je vais passer la parole à mon collègue. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. J'essaierai d'être bref, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, pour faire très simple, la protection des mineurs, c'est vraiment une question centrale et cruciale pour Google, sur tous les produits de Google. Ça a été rappelé tout à l'heure, mais chez Google, nous avons 5 produits qui sont considérés comme très larges plateformes ou très larges moteurs de recherche au sens du DSA. Google Maps, Google Shopping, YouTube, le moteur de recherche, et Google Ads, la publicité. Et sur tous ces produits, on va s'efforcer en fait de prendre des mesures pour limiter la prolifération de contenus dangereux pour les mineurs. Alors concrètement, si je devais résumer très brièvement la politique qui est appliquée chez nous pour protéger les enfants, elle va se diviser en 3 étapes. La première, c'est de mettre à disposition des parents un outil de contrôle parental qui soit fiable et facile d'utilisation. C'est l'outil qu'on appelle Family Link. On pense que la clé, c'est la responsabilisation des parents et de leur donner les moyens en fait, de contrôler et de limiter l'exposition de leurs enfants sur nos produits et services. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, c'est de mettre en place des services adaptés pour les mineurs. Alors, on parle souvent de mineurs, ce qui englobe en fait les très jeunes enfants, les adolescents, les jeunes, quasiment jeunes adultes. En fait, c'est des sujets qui sont distincts, mais on pour en tout cas les plus jeunes d'entre eux, mettre des plateformes adaptées. C'est l'exemple de YouTube Kids pour les tout petits, ou du Safe Search, qui est le moteur de recherche sécurisé qui va bloquer en fait tous les résultats explicites sur le moteur de recherche. Ça, c'est le deuxième volet. Et enfin, le dernier, c'est de faire des partenariats privilégiés avec les tiers de confiance, avec les associations sur le territoire français. Comme Capucine, chez Meta, Google est partenaire d'un certain nombre d'associations, Génération Numérique, mais aussi e-enfance, le 30-18. On collabore avec eux quasi quotidiennement, dès lors qu'il y a des problématiques en ligne. Ces associations sont ce qu'on appelle Trusted Flaggers, partenaires de confiance, ce qui fait que leurs signalements sont traités de manière prioritaire. Pour la petite histoire, j'aime le rappeler, le programme de Trusted Flagger qui est dans le DSA a été inventé par YouTube. Donc c'est quelque chose qu'on connaît bien et qu'on fait depuis maintenant de nombreuses années. Et enfin, c'est prendre des engagements, notamment signer des chartes avec le régulateur, avec le gouvernement français. Il y en a eu certaines ces dernières années sur la protection de l'enfance. Ce qui va changer désormais, c'est que le DSA est en vigueur, nous sommes très grande plateforme et la protection des mineurs en ligne est devenue un risque systémique dans le cadre des obligations renforcées. Et donc, désormais, plus qu'avant, on va devoir rendre des comptes et expliquer ce qu'on fait, les risques, quels risques est-ce qu'on a identifiés, quelles sont les mesures qu'on a prises pour les limiter. Et on doit rendre ces comptes au public, aux utilisateurs français, mais aussi à la Commission européenne, qui est désormais leur régulateur pour les très grandes plateformes. Donc ça va être intéressant, je pense, dans les mois à venir et les années à venir, de voir le rôle qu'aura la Commission en fait, dans l'évaluation et dans l'évaluation de ces risques systémiques vis-à-vis des grandes plateformes. Et on se prépare à ça depuis maintenant plusieurs mois, voire années chez Google. Alors pour reprendre ce qui a été dit, je voudrais juste rappeler un petit peu cette
idée d'harmonisation dans le DSA, et il y a notamment un considérant 9 qui dit expressément que les États membres ne doivent pas prendre des mesures qui relèvent du champ d'application du DSA, sauf 2 cas. Le premier, c'est si le texte le prévoit expressément, ou deuxième possibilité, si la mesure poursuit un objectif d'intérêt général différent. Et ça, c'est intéressant puisque je pense que ces derniers mois, on a eu affaire dans le paysage législatif français à des initiatives, parfois parlementaires, parfois du gouvernement, qui pouvaient sembler contraires à ce considérant 9 et qui a été rappelé par la Commission européenne. J'ai l'exemple de 2 lois. Alors la loi majorité numérique qui parlait de la vérification d'âge pour les réseaux sociaux et la loi influenceur qui parlait de réguler l'activité d'influence sur les plateformes. Et plus récemment, la loi SREN, sécurisation et régulation de l'espace numérique, qui a fait l'objet d'un avis circonstancié de la Commission européenne. Donc, toutes ces lois, à l'espace de 3 mois d'intervalle, sont dans le radar de la Commission qui a dit « Attention, il y a le DSA qui vient d'entrer en vigueur pour les très grandes plateformes. C'est des matières qui relèvent du champ de la Commission européenne. » Je simplifie au possible, c'est un peu plus complexe que ça, mais dans les grandes lignes, c'est un petit peu ça. Le législateur français n'a pas à légiférer sur ces questions, ou alors il doit le faire, mais en respectant les principes édictés par le DSA et par l'article 3 de la directive e-commerce dont vous avez cité tout à l'heure. Il y a aussi, en début du mois de novembre, une décision de la Cour de justice qui est intéressante et dont on n'a pas parlé, c'est l'arrêt Copigi, qui réaffirme et qui met en avant le principe de pays d'origine. Qu'est-ce que c'est que ce principe? C'est lorsqu'une plateforme est établie dans un État membre qui est autre que l'État qui souhaite légiférer sur un sujet, eh bien, il faut que ce soit cet État membre qui légifère en premier. Je le simplifie au possible aussi, mais tout ça pour dire qu'une grande plateforme qui est établie en Irlande, le législateur français peut parfois être limité sur son champ d'action pour légiférer directement à l'encontre de ces plateformes-là. L'idée de ce principe, c'est de préserver la liberté de circulation des services de la société de l'information et qu'il n'y ait pas de normes plus restrictives dans un État membre que dans un autre, afin justement d'éviter ces questions de désharmonisation du droit de l'Union. C'est intéressant parce que c'est la première fois, je pense, ou en tout cas, je pense que c'est la première fois, bon, peut-être qu'il y a eu d'autres exemples, qu'on a affaire sur l'espace de quelques mois à autant d'affirmations de la Commission européenne qui veut absolument ou qui met en avant cet objectif d'harmonisation. Et ça peut se comprendre, c'est-à-dire qu'on a passé des années à discuter du DSA, on a enfin un texte qui peut permettre d'harmoniser dans tous les États membres la régulation en matière de modération de contenu, en matière de protection de l'enfance, en matière de tout un tas de sujets en fait, qui sont couverts par ce règlement. Et ces initiatives, alors il n'y a pas qu'en France, il y en a dans d'autres pays de l'Union, je crois que j'en ai vu au Portugal et dans d'autres, mais je ne veux pas dire de bêtises. Ces initiatives sont à même en fait de porter atteinte à cet objectif clé du DSA. Donc attention, on verra encore une fois dans les prochains mois, la loi sécurisation de l'espace numérique doit faire l'objet d'une commission mixte paritaire en février prochain, donc on verra ce qu'il en ressort, et ainsi de suite pour les autres textes. Voilà, juste peut-être un dernier point sur ces questions de vérification de l'âge, qui sont des sujets très sensibles et actuels. Il y a une initiative européenne qui est un code de bonne conduite qui s'appelle Better Internet for Kids, qui justement réfléchit à une approche européenne pour vérifier l'âge des utilisateurs. Et c'est notamment ce qui a été reproché à l'État français lors de la loi Marcangeli pour la vérification de l'âge sur les réseaux sociaux. Cette loi était intéressante sur plusieurs sujets. Je vais conclure là-dessus. Et je laisserai la parole à mon collègue de l'ARCOM, puisque c'est des sujets qui intéressent le régulateur. On a des difficultés à réguler l'activité des sites pornographiques en France. Quelle méthode pour vérifier l'âge des utilisateurs? Comment est-ce qu'il faut faire? Alors que c'est pourtant, j'ai envie de dire, sur le papier, quelque chose qui n'est pas compliqué, dans le sens où c'est, toute proportion gardée, dans le sens où c'est 18 ans et que les contenus pornographiques pour les moins de 18 ans sont interdits. Donc en fait, on peut tout simplement bloquer ces contenus pour les moins de 18 ans et tous ces contenus. Et alors que c'est un sujet qui nécessite réflexion, qui est dans la mise en œuvre quand même compliqué, on nous dit, alors qu'il n'y a pas de solution technique aujourd'hui efficace, on va faire pareil pour les réseaux sociaux, mais cette fois-ci
pas pour 18 ans, mais pour 15 ans, avec une exception si les parents ont donné leur accord. Donc en fait, je pense qu'à vouloir aller trop vite, parfois, on complexifie un petit peu le paysage législatif et on peut se décrédibiliser même vis-à-vis de la Commission européenne. Alors que la France, je pense, a un rôle à jouer pour être précurseur justement de ces solutions de vérification d'âge, puisque peut-être que l'approche européenne qui est en discussion va regarder ce qui se fait en France et justement peut-être se servir de cet exemple-là pour décider au niveau européen d'avoir la solution harmonisée. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là et je laisse la parole à Monsieur Bonin. Oui, non, mais bien sûr, vous laissez la parole, vous avez raison, aux régulateurs, aux coordinateurs des régulateurs numériques en France, dixit le DSA, un rôle d'interrégulation au plan national, un rôle de relais auprès de la Commission européenne à l'endroit des plateformes systémiques, mais un rôle cardinal de l'ARCOM et du pôle numérique que vous représentez, qui n'est pas né avec le DSA, qui existe déjà depuis quelques années. Donc merci de votre présence et de votre patience. Et à l'aune de tout ce qui vient d'être dit, j'ai envie de dire que reste-t-il pour l'ARCOM? Beaucoup de travail, mais aussi des contraintes que l'on peut percevoir dans ce travail de régulation qui est fondamental. Donc merci de votre présence. Merci pour l'invitation. Donc, Jérémy Bonin, je suis le directeur adjoint des plateformes en ligne, qui est la direction qui a été créée pour mettre en œuvre le règlement sur les services numériques en France. Et donc, on attend impatiemment l'adoption de la loi pour qu'on soit officiellement désigné. Je ne vais pas vous reparler ni de porno, ni de vérification de l'âge, peut-être juste revenir sur la protection des mineurs dans le DSA et du DSA. Et peut-être prendre cet exemple pour illustrer le fonctionnement de ce texte. Déjà, c'est un très beau texte. Et oui, c'est un texte qui vise à responsabiliser les plateformes, mais c'est surtout un texte qui vise à protéger les droits fondamentaux sur Internet. Et c'est assez essentiel pour nous de revenir sur la racine. C'est vraiment un texte qui vient consacrer les droits fondamentaux pour dire qu'ils existent tout autant en ligne qu'hors ligne, pour plagier le commissaire Breton. L'autre chose, c'est un texte qui est asymétrique. Et donc là, comme on l'a vu avec les exemples de Yubo, Meta et Google, il vient distinguer des acteurs normaux, des acteurs un peu hors du commun, qui sont les très grandes plateformes, et il vient leur imposer un régime différent d'obligations. Et donc ça, je pense, ça fait partie des deux éléments où on a appris du RGPD. Le collègue de la CNIL est parti, mais au lieu d'avoir un texte très horizontal, très symétrique, on a un texte qui est asymétrique et qui vient distinguer les grands des petits, en considérant que la taille pose plus d'obligations d'une certaine manière. Et la deuxième chose, c'est aussi que, sans remettre en cause la logique profonde du marché intérieur et le principe du pays d'origine, il vient dire qu'il y a un régulateur qui est, pour les latinistes, primus inter pares, pour les amateurs de football, le capitaine, qui est la Commission européenne, qui est au centre, et qui va donc être chargé, en plus des obligations de base qui sont mises en œuvre par le régulateur national, chargé de superviser les obligations des très grandes plateformes qui leur sont spécifiques. Et là, je retiens deux choses. Évidemment, les risques systémiques et l'accès des chercheurs à la recherche. Alors, les risques systémiques, c'est quoi? Il y a une liste qui n'est pas parfaitement définitive, mais qui vient de dire, en plus des obligations, à vous assurer qu'il n'y a pas de contenu illicite sur vos services, on va venir définir ensemble des contenus qui sont préjudiciables, qui sont peut-être illicites, qui ne sont peut-être pas, mais qui, du fait de votre taille, peuvent causer du mal aux sociétés ou aux individus qui utilisent le service. Et donc c'est aussi un texte là on revient à la logique des droits fondamentaux, qui va venir protéger la santé, on en a parlé, venir protéger les enfants, venir protéger les processus démocratiques, je le dis de manière large, je suis un peu plus précis dans le texte, et qui va aussi venir protéger les droits fondamentaux. Alors le texte nous dit les droits fondamentaux, et puis il en liste un certain nombre qui sont assez précis. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est cette affaire d'accès aux données pour les régulateurs, la Commission en premier lieu, accès aux données pour les chercheurs. Et vu le parterre d'aujourd'hui, je pense que c'est assez essentiel qu'on vienne vous en parler. On ne va pas être les régulateurs face aux grandes plateformes, on ne sera pas assez fort, on ne sera pas assez nombreux. On a des expériences qui sont très individuelles sur les plateformes, et c'est un peu dur de voir comment elles fonctionnent et qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Dans une approche très individuelle, on a tous une expérience différente des plateformes.
Par contre, on pense que donc notre rôle de régulateur, c'est de réguler, de mettre un peu des obligations, mais on se voit aussi comme un catalyseur. Et le fait de faire masse avec les signeurs de confiance, on a parlé, la recherche. Et donc, les régulateurs, collectivement, vont pouvoir désigner des chercheurs qui vont pouvoir venir les aider à analyser si les grandes plateformes, dans cette première version du DSA, respectent leurs obligations au titre des risques systémiques. Et pas uniquement, mais principalement. Et c'est assez essentiel pour nous parce qu'on pense qu'on ne sera pas capable tout seul de faire la police, il faut le dire les mots comme ça. Et donc les chercheurs vont pouvoir venir demander à accéder aux données des plateformes dans cette finalité. C'est le régulateur national où est établie la plateforme qui accorde le droit d'accéder aux données. Mais le régulateur du pays d'origine des chercheurs, entre guillemets, il peut venir sponsoriser, par je caricature, les demandes de recherche. C'est quelque chose qu'il y a à construire. On pense que c'est essentiel. On pense vraiment que c'est la plus belle, peut-être l'une des deux plus belles dispositions du texte. On sait aussi qu'il y a beaucoup de chercheurs dans le monde des sciences sociales qui se disent « Ah, c'est génial, il y a des bases de données extraordinaires qui sont déjà structurées. Donc tout le travail de collecte d'informations, on n'a plus besoin de le faire ou peut-être qu'il a été fait. » Et nous, on pensait très utile que tout le monde puisse venir regarder sous le capot pour voir comment ça fonctionne et nous aider, collectivement les démocraties européennes à s'assurer que les plateformes, aussi belles soient-elles et aussi utiles soient-elles, qu'elles ne posent pas des risques systémiques contre lesquels elles ne mettent pas en place des mesures d'atténuation. Donc voilà les quelques mots dont je voulais vous parler. Je m'excuse pour mon impatience, c'est juste que j'ai fait des obligations. Donc voilà, merci beaucoup, c'est toujours très rafraîchissant et merci aussi au panel d'avant. Voilà, je trouverais très utile de sortir de nos bureaux et de venir écouter des gens qui travaillent sur nos sujets sous un autre angle. Merci beaucoup. Merci, merci. Vous partez de suite ou vous pouvez rester juste pour quelques questions? D'accord. Donc, aussi, bon, alors, il y a d'ailleurs quelques départs, mais voilà, 5 minutes des questions peut-être entre intervenants ou de l'auditoire qui est présent. Monsieur Valérien Dior, professeur de droit public. Merci beaucoup, je vais essayer d'être bref. Tout d'abord, merci pour ce panel, c'était très dense et très riche et je trouve que c'est vraiment utile d'avoir un éclairage sur ces pratiques qui sont complètement émergentes. Je vais juste faire 2-3 remarques très brièvement. Concernant le texte du DSA, je vous entendais dire tout à l'heure que c'est un beau texte. Moi, j'ai envie de dire plutôt que c'est un bon texte. On est un collectif en ce moment de juristes, on est en train de faire les commentaires article par article du DSA et on pleure des larmes de sang à chaque fois parce que c'est un texte qui est extrêmement difficile à interpréter, qui n'est pas si bien rédigé que ça, parce qu'en fait, c'est un texte en cascade. En fait, chaque disposition renvoie à des dizaines de dispositions qui parfois se contredisent en termes d'interprétation. Et donc, c'est vrai que je pense que l'harmonie du texte vient à la fois de l'interprétation des considérants, mais aussi des lignes directrices et de votre pratique. Donc en fait, on va avoir besoin de vous et de vos homologues pour savoir comment fonctionne le texte. Mais pour l'instant, autant vous dire, et lorsque je parle avec les homologues américains, ils me disent exactement la même chose. Voilà, on comprend, voilà, ils ne veulent pas comprendre, ça les arrange bien, mais voilà. La deuxième difficulté que je voulais mentionner, c'est peut-être la posture de la Commission européenne, et je pense particulièrement aux déclarations et aux postures de Thierry Breton ces dernières semaines, notamment les lettres qu'il a adressées aux plateformes. On était de nombreux chercheurs à analyser ces lettres et à se dire qu'elles étaient problématiques, notamment d'un point de vue juridique, parce qu'elles mélangent dans finalement une même posture des critiques qui sont plutôt d'ordre moral et éthique et d'autres qui sont d'ordre juridique, de sorte qu'à la fin, finalement, il y a des injonctions contradictoires. Ce n'est pas bien de faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire cela. Et attention, finalement, des injonctions qui sont envoyées par la Commission européenne. On n'a pas forcément envisagé ce rôle-là, parce qu'en fait, elle crée un flou artistique qui est très gênant pour l'interprétation et l'application du DSA. Et concrètement, ce que de nombreux juristes ont constaté en Europe, mais aussi outre-Atlantique, c'est que ces lettres sont contre-productives. Parce que d'une part, elles ne sont pas adressées aux bonnes personnalités au sein des entreprises. C'est une chose d'adresser à Elon Musk, c'est plutôt à Linda Yaccarino qu'il faudra l'envoyer. C'est elle qui est désignée pour ce type de fonction. Mais surtout, ça ne rend pas service à la Commission quant à la portée, la légitimité et la crédibilité du DSA, qui est un instrument qui reste à construire. Et donc voilà, je voulais quand même peut-être insister sur ce point-là, parce que je suis très perplexe quand je suis la pratique de Thierry Breton. J'ai l'impression que parfois c'est le discours plus que le fond, alors qu'il y a tellement de choses justement bonnes et efficaces à appliquer dans le texte. Voilà, je suis un peu critique, mais j'en profite, je suis universitaire.
Pour vous répondre, je vais devoir vous quitter, mais je ne pourrais pas commenter sur Thierry Breton. Voilà. Par contre, sur le très beau texte, ayant fait un petit peu de droit dans mes études, je comprends tout à fait ce que vous décrivez. Quand je disais un beau texte, peut-être qu'il y avait deux aspects. L'aspect protection des droits fondamentaux. Et dans un moment où la demande sociale qu'on peut percevoir, c'est de nettoyer Internet, l'idée que finalement, Internet, il n'y a pas de raison que ce soit pire que la société dont il émane, mais qu'il n'y a pas non plus que ça soit bien meilleur. Je pense que voilà, cette mise en balance, elle est assez importante. Et la deuxième chose, c'est un très beau texte pour les régulateurs, parce qu'il est assez principiel, le texte, et c'est effectivement dans la mise en œuvre qu'on va voir ce qu'on en fait. Et donc, alors, on verra si on réussit collectivement, on est plusieurs régulateurs. Et sur les risques systémiques, il y a quelque chose qui est très itératif. C'est plastique, et donc peut-être que les risques systémiques d'aujourd'hui, ce ne seront pas ceux de demain. Et l'idée, ayant une pratique de régulation dans d'autres métiers avant, qu'avec la même boîte à outils, je vais pouvoir m'adapter au fur et à mesure en fonction des besoins de l'époque, je trouve ça extrêmement intéressant. Après, voilà, on peut se rejoindre sur la complexité de le lire, mais voilà, c'est un tout qui, je trouve qu'il y a une belle figure, surtout quand on se dit qu'on est le premier espace géopolitique à adopter une telle régulation. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je suis universitaire aussi, mais je n'ose pas critiquer. Encore d'autres questions qui viendraient sur les différentes interventions riches, nourries, qui soulèvent plein. Oui, Sophie. Merci beaucoup, Laurence. J'ai été évidemment passionnée par toutes vos interventions, même si elles sont parfois forcément un peu contradictoires les unes avec les autres. J'aimerais poser une question quand même qui a été évitée par le représentant de l'ARCOM, et peut-être parce que la question n'est pas réglée sur le fond, mais qui est quand même une question essentielle en matière de protection des mineurs, c'est la question de la vérification et de l'identification des mineurs. Nous savons que pour plein de raisons, les jeunes ne donnent pas forcément leur âge. Ça fait partie de leur façon de protéger leur vie privée, en fait, hein. Mais ça fait aussi partie de leur manière de contourner les règles d'accès au réseau. Et donc, comment est-ce que ça vaut quand même aussi pour Google, au moins pour YouTube, pour l'accès à YouTube. Comment est-ce que qu'est-ce que le DSA va changer en fait par rapport à ce que vous faites déjà dans le contrôle de l'identité et dans le contrôle de l'âge à travers le contrôle de l'identité? Voilà, je veux pas enfin voilà, je pense que ça serait vraiment très intéressant de connaître votre point de vue. C'est vrai que le point de vue de Yubo peut être aussi intéressant. Non, c'est bon. Je prends la. Je vais vous répondre. Alors, comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui chez Google pour vérifier l'âge des utilisateurs? Effectivement, il n'y a pas de vérification dure, il n'y a pas de collecte des cartes d'identité ou de papier officiel pour vérifier l'âge des utilisateurs, on est sur du déclaratif. Lors de la création de compte, l'utilisateur nous dit son âge, et s'il dit qu'il a moins de 18 ans, à ce moment-là, on va activer toutes les protections que j'ai évoquées tout à l'heure. Et la question se pose d'un utilisateur qui dit avoir plus de 18 ans, alors qu'en réalité, il en a moins. Pour ces cas-là, on va lui laisser créer son compte et on va se baser sur de l'intelligence artificielle, sur un faisceau d'indices, pour voir s'il y a des contradictions entre l'âge qui a été mentionné dans le compte et le comportement de l'utilisateur. Par exemple, vous êtes sur YouTube, vous regardez une vidéo sur comment défiscaliser vos impôts. Ou comment investir dans l'immobilier, comment, j'en sais rien, je peux prendre d'autres exemples, mais des contenus qui laissent penser que clairement vous n'avez pas moins de 18 ans, ou à l'inverse, vous regardez des contenus qui sont le dernier Petit Ours Brun, le dernier manga, je ne sais pas, des contenus qui peuvent laisser penser que vous êtes plus jeune. À ce moment-là, on va mettre un stop et on va demander à l'utilisateur de confirmer son identité, ou en tout cas de confirmer son âge avec un papier officiel. Et là, on va prendre la carte d'identité. Données qu'on ne va pas collecter, on va juste la demander dans une étape de vérification. On estime que cette approche est ciblée et qu'elle n'est pas disproportionnée dans le sens où on ne va pas demander les papiers d'identité à tous les utilisateurs.
C'est ce qui nous est demandé dans le DSA, puisque dans les risques systémiques, on nous demande de prendre une approche adaptée et proportionnée. Donc, nous, on estime que ce modèle, qu'on appelle l'Age Inference en anglais, est conforme en fait à ce que nous demande de faire le DSA. Si c'est pas le cas, eh ben on verra ce que dit la commission et on s'adaptera. Mais vérifier l'identité de tous les utilisateurs pour créer un compte aujourd'hui, ça pourrait être contraire au RGPD et à d'autres règles aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on cherche la bonne formule. Mais voilà ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on estime conforme au DSA. Juste pour compléter sur ce que fait Yubo à ce niveau, enfin déjà d'un point de vue législatif et réglementaire, il n'y a pas d'obligation encore en France. Il y a le projet de loi pour une majorité numérique qui a été adopté, mais on attend toujours un référentiel concret pour savoir comment techniquement est-ce qu'on peut vérifier l'âge d'un utilisateur pour savoir s'il a plus ou moins de 15 ans. S'il a moins de 15 ans, alors il faudrait avoir un système de consentement parental pour qu'il puisse accéder aux services. Donc en fait, nous par exemple chez Yubo, on a pris une approche totalement proactive par rapport à ça. C'est-à-dire que dès l'inscription, on va estimer l'âge de 100% des utilisateurs qui vont s'inscrire pour savoir s'ils sont mineurs ou majeurs. Donc ça va passer par la prise d'un selfie et ensuite on a une technologie fournie par un opérateur qui s'appelle Yoti, qui est vraiment spécialisé dans l'identité numérique et les technologies de vérification de l'âge, et donc qui va analyser automatiquement l'âge de l'utilisateur pour voir s'il a plus ou moins que l'âge qu'il a déclaré lors de son inscription, et donc s'assurer qu'il est mineur ou majeur. Donc même si le système ne va pas donner un âge vraiment exact, en tout cas ça constitue un premier filtre qui est très prometteur et très performant pour nous assurer qu'une personne par exemple de 40 ans ne pourra pas rentrer en contact avec un utilisateur de 16 ans par exemple. Donc ça permet comme ça de s'assurer qu'on a deux communautés séparées entre les adultes et les mineurs. Et ça, c'est une mesure qui est proactive puisqu'elle n'est pas prévue par la réglementation actuellement. Une toute petite remarque, parce que je suis dans mon rôle d'alerte en tant qu'Amnesty International, pas forcément sur voilà, quelles mesures devraient être prises pour vérifier l'âge ou pas l'âge, la question de liberté, droit à la vie privée, simplement sur les systèmes d'IA, d'intelligence artificielle aussi, mentionner que ça fait partie des enjeux extrêmement complexes du moment, y compris en matière de droits humains, y compris en termes de discrimination possible. On vient de se doter, enfin, c'est pas doté, il y a un accord politique effectivement sur le règlement européen sur l'IA qui a abouti vendredi soir, qui soulève encore beaucoup de questions du point de vue des droits humains, avec de notre point de vue beaucoup de lacunes, mais c'était simplement pour alerter, puisque c'est en cette capacité aussi que j'ai été invitée, sur les abus potentiels et discriminations potentielles encodées dans les systèmes d'IA, qui peuvent aussi parfois amplifier des discriminations existantes. Nous, c'est ce qu'on a pu constater. Alors, on n'était pas dans ce cas de figure-là. Évidemment, on était dans d'autres utilisations de systèmes d'IA, mais ça fait partie aussi des questions. Alors, c'est sans fin, effectivement, parce qu'à un moment donné, il faut bien trouver la solution qui permet de répondre le mieux possible aux exigences, et on sait très bien que le risque zéro n'existe pas. On sait très bien que voilà, l'équilibre il est difficile à atteindre, mais c'est simplement pour alerter aussi sur les systèmes d'IA et la toute confiance dans ces systèmes-là, qui peut parfois faire dévier vers un technosolutionnisme qui peut là aussi porter atteinte à un moment donné aux droits humains. Donc c'est toujours une vigilance de tous les instants qu'il faut avoir aussi sur ces systèmes-là. Oui, donc Laurence Leveneur, maître de conférence à l'Université Toulouse-Capitole et membre du projet Ado Privacy. Merci à tous et à toutes pour vos interventions et pour vos éclairages. Et hier, on a entendu notamment Tijana Milosevic qui nous a parlé d'un travail qu'elle fait notamment avec l'entreprise Meta sur la façon d'appréhender les questions de cyberharcèlement, par exemple, chez les enfants. Et une chose qui a été pointée aussi par notre travail dans le cadre du projet Ado Privacy, c'est la réticence des jeunes à ce que des tiers en fait signalent pour
à leur place les problématiques de cyberharcèlement dont ils sont victimes. Et donc ça montre bien en fait l'importance d'aller les interroger, ce qui peut paraître une évidence. Mais je me demandais du coup comment vous intégriez justement le point de vue de ces enfants dans la mise en œuvre de ces processus qui les concernent directement. Est-ce que vous allez les confronter aux outils, par exemple, qui sont développés, que ce soit chez Google, chez Meta, chez Yubo et si oui, de quelle manière vous les intégrez en fait dans ces processus décisionnels? Pour rebondir, on pourrait presque croire qu'il y a une injonction paradoxale, c'est-à-dire que l'utilisateur doit être son propre régulateur. Pour autant, est-ce qu'il est associé dans les processus décisionnels ou de reporting derrière? Voilà, est-ce qu'il y a c'est la raison pour laquelle je vous posais cette question. Quelle est leur place ensuite? On leur fait peser une responsabilité sur eux, voire sur leurs parents, mais ils n'en veulent pas toujours. Donc ils sont leurs propres actes, c'est la rhétorique, hein, ils doivent être acteurs de la régulation. Oui, mais quid de leur participation à la gestation même de ces normes, à leur mobilisation opérationnelle? Est-ce que ça correspond ou pas à leur pratique? Et on a bien vu hier les hiatus qui existent entre des normes, des textes, même s'ils ont une dimension opérationnelle, et les pratiques, et les usages, et les stratégies que peuvent développer les enfants selon leur gradation d'âge, des tactiques de contournement et pour avoir des techniques de protection et de ne pas être soumis à la surveillance des parents, à la surveillance X ou Z. Donc voilà, est-ce que ça c'est pour rebondir sur la question de Laurence, on parlait de citoyenneté numérique, si elle doit exister, on a parlé de citoyenneté énergétique aussi, enfin toute cette rhétorique sur la citoyenneté, mais si on veut aller vers une citoyenneté numérique, encore faut-il que, et dans les organes de régulation et au sein des opérateurs et notamment systémiques, il y ait une place aussi qui soit donnée à ces utilisateurs, régulateurs. Je peux. Bon, alors effectivement, je pense que c'est un point qui est extrêmement, qui est assez important de savoir comment est-ce que les utilisateurs sont associés concrètement au développement des produits et quel est leur retour sur ces questions-là. Je pense que déjà il y a une petite mise au point, je pense, à faire, c'est que, à mon sens, les plateformes c'est pas le rôle des plateformes d'éduquer les utilisateurs. Nous, on est censé, je pense, leur apporter des ressources, être le plus transparent possible et leur mettre à disposition des outils pour qu'ils soient parfaitement autonomes. Je rappelle, les réseaux sociaux, à la base, c'est un outil d'émancipation et de liberté d'expression. Donc, je pense qu'il faut rester dans ce rôle-là de neutralité, mettre à la disposition des ressources, des mineurs, des parents, essayer d'intégrer, et faire en sorte que ces ressources soient utilisées et qu'elles soient appropriées, qu'elles soient éclairées et suffisamment intelligibles pour les utilisateurs. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie tout le temps, on fait des tests en permanence pour savoir est-ce que si on met en place tel paramètre, par exemple, je ne sais pas, sur la géolocalisation, est-ce que les utilisateurs vont le comprendre? Est-ce que les utilisateurs vont l'utiliser? Donc on peut mesurer la fréquentation, par exemple, des paramètres de protection de la vie privée qui sont intégrés dans l'application. De même, si on met en place, si on met à disposition des ressources, par exemple, nous on a publié un guide destiné aux parents sur le site internet, on peut aussi mesurer le retour des utilisateurs, faire des sondages et vérifier si le guide a bien été lu et fréquenté suffisamment. Et si c'est pas le cas, il faut se poser des questions et réitérer à nouveau pour voir comment mieux communiquer en fait avec les utilisateurs. Oui, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Nous, le contrôle parental, c'est vrai que si un enfant, si on lui demande son avis, il sera contre, forcément. On a pris des retours d'expérience utilisateur de parents qui nous estimaient il y a quelque temps que nos outils étaient un peu trop compliqués à mettre en œuvre. C'est vrai que la plupart du temps,
on peut rentrer dans une certaine granularité qui peut être difficile quand on est parent et qu'on n'est pas habitué aux outils numériques. Mais si vous voulez, les principales missions de notre outil de contrôle parental, c'est vraiment de limiter le temps d'écran entre telle heure et telle heure, tel jour, uniquement sur telle et telle application et uniquement pour telle et telle chaîne YouTube. Voilà. Donc ça va quand même donner aux parents un contrôle sur ce qui va être fait par son enfant. Après, je veux dire, malheureusement, tout est contournable. Et même lorsqu'on prend l'exemple de vérifier l'âge par la reconnaissance faciale, on peut prendre quelqu'un, demander à quelqu'un de le faire pour soi. Pareil pour la carte d'identité, on peut prendre la carte d'identité de ses parents ou d'un tiers. Donc c'est vrai que il est compliqué d'avoir des méthodes, j'ai envie de dire, incontournables, mais en tout cas pour Google, cet ensemble de règles qu'on utilise actuellement, c'est ce qu'on estime un arsenal cohérent en fait pour protéger les enfants. C'est pas uniquement par la vérification à l'entrée, c'est aussi s'assurer qu'il n'y a pas de recommandations de contenu qui peuvent être violents, qui ne seraient pas illicites, mais qui peuvent être violents, et donc s'assurer qu'il y ait une classification de l'âge du contenu et s'assurer qu'un enfant ou une personne qui n'a pas 18 ans ne pourra pas accéder à ce contenu. Voilà, c'est tout cet ensemble de choses qu'on s'efforce de faire depuis maintenant plusieurs années. Pardon. Une toute petite remarque pour apporter aussi un autre éclairage sur le fait que je ne suis pas sûre que par définition, le jeune ou l'enfant sera contre le contrôle parental, par exemple. Nous, dans les consultations, parce que tout le projet, par exemple TikTok, qu'on a mené, il a été porté en premier lieu par les jeunes et les enfants, par les personnes concernées, qui nous disaient elles-mêmes avoir besoin, ne pas s'en sortir seul, avoir besoin effectivement de limites, de pouvoir avoir une responsabilité trop forte pour s'auto-réguler sur les plateformes, à devoir ensuite négocier avec l'algorithme 5 minutes de plus pour pas avoir à chaque fois qu'il y a la mention vous avez dépassé le temps, etc., etc. Donc c'est peut-être aussi intéressant d'envisager que voilà, les jeunes concernés ne sont pas forcément contre le contrôle parental, contre les mesures qui pourraient réguler leur expérience en ligne et comme si c'était perçu comme liberticide par défaut. Nous, c'est un des enseignements du projet qu'on a mené TikTok, c'est que c'était pas forcément le cas. On a été extrêmement étonnés de voir la lucidité, le recul aussi des enfants qui passent leur temps sur ces plateformes-là et qui ne veulent pas passer du temps dessus et qui se sentent piégés parce que tout est fait pour qu'elles y restent le plus longtemps possible et qui sont aussi en demande et qui sont en force de proposition sur beaucoup de recommandations en réalité. Ils avaient une connaissance du DSA qui était incroyable. Alors même qu'ils n'étaient même pas concernés et qui s'étaient documentés pour voir comment ça se passait ailleurs dans d'autres régions du monde. On a eu, nous, beaucoup de surprises sur ce qu'ils et elles pouvaient apporter. Et nous, dans le projet, voilà, il y a une approche participative inclusive qui est fondamentale et qui peut donner à réfléchir aussi peut-être sur certains aspects. Après, j'entends bien sûr toutes les difficultés qui peuvent être associées à ces démarches-là. Si je peux juste ajouter un élément à cela, à propos du contrôle parental, c'est à la fois extrêmement important qu'il y ait des moyens de contrôle parental et surtout, on va dire, avant 12-13 ans, c'est des choses qui représentent une vraie demande et d'autres recherches que j'ai pu faire m'ont bien montré cela. Et les parents souhaitent utiliser des formes de contrôle parental. Par contre, tout ce qui est de l'ordre de la surveillance, notamment par géolocalisation, notamment dans le Family Link, mais pas seulement dans cet outil-là, c'est des choses qui nous posent énormément de problèmes, à la fois d'un point de vue on va dire quand même, en tant que chercheur, on est aussi des défenseurs des droits fondamentaux, mais aussi au vu des remarques des adolescents, et cet après-midi, nous allons revenir dessus, cette mise à disposition des parents d'un contrôle de la géolocalisation de leurs enfants sous couvert de sécurité. Je sais bien que c'est un problème qui dépasse des acteurs précis, mais enfin qui est quand même promu par un certain nombre d'acteurs majeurs du numérique. C'est quelque chose qui nous semble extrêmement problématique en fait et qui déplaît profondément aux enfants qui se retrouvent piégés entre la confiance qu'ils aimeraient avoir de leurs parents, la volonté de rassurer leurs parents.
Voilà. Je sais que c'est une vaste question, mais ça me paraissait important de le souligner. Merci beaucoup.